Bonjour à tous, aujourd'hui je me rends compte que vous avez été nombreux à avoir des interactions intéressantes et parfois clivantes sur ma vidéo de la Prusa Core One Plus par rapport principalement à la marque. C'est donc dans cette vidéo, j'ai invité notre ami Thierry de la chaîne TechNapa, qui est pour moi l'un des youtubeurs francophones qui a fait le plus de vidéos sur Prusa et qui semble être le plus renseigné sur la marque et avoir des bons avis vu qu'il a aussi testé des produits concurrents de toutes les marques qui existent. Donc on a échangé quand même, vous avez vu la durée de la vidéo, allez, quelques heures. On a échangé ensemble pour un peu regarder les différents commentaires que vous avez mis et les analyser et aussi pouvoir un petit peu interagir avec et intervenir dessus parce que beaucoup d'entre vous ont plus d'expérience que moi avec la marque Prusa. C'est pour ça que j'ai fait intervenir Thierry pour qu'on puisse un petit peu avoir cet avis et débrief là-dessus. Donc la vidéo à suivre est un échange entre Thierry et moi sur pas que les commentaires, on dérive un petit peu sur certains sujets, donc je vais faire au mieux pour que sur le timecode, vous puissiez vous retrouver. Si vous avez mis des commentaires dans la précédente vidéo, vous allez sans doute vous y trouver. Alors, je précise pour ceux qui m'ont mis des commentaires d'encouragement sur lesquels je ne me suis pas arrêté, que c'est pour que la vidéo dure pas plus longtemps que ça, mais j'ai vu vos commentaires, il faut que j'y réponde encore de façon individuelle, mais on a vraiment essayé d'analyser les commentaires où il y avait vraiment un avis sur la marque ou sur la machine. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Bonne vidéo. Démarrer l'enregistrement et là c'est bon, on enregistre. Donc bonjour Thierry. Bonjour. Donc si je t'ai Alors, invité ici, c'est parce que je pense que tu es le créateur de contenu francophone qui a le plus d'expérience avec la marque Prusa, vu que maintenant Carlos est passé chez Snapmaker. Je sais pas si d'ailleurs, j'ai pas fait exprès de prendre ta tasse, hein. Tous les matins j'ai ta tasse. Je sais pas si on peut le mettre ce truc de Carlos. Donc sur ma vidéo de la Prusa Core One Plus, j'ai eu pas mal de commentaires assez intéressants et je voudrais qu'on débriefe avec toi pour voir un petit peu ton avis. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui défendent avec des arguments assez solides en plus souvent. Et d'autres personnes qui défoncent la marque avec des arguments, je sais pas s'ils sont solides, mais on peut les entendre. Donc c'était pour échanger un petit peu là-dessus. Donc le premier commentaire, il est de Miradai13. Putain, par contre, j'ai une voix flinguée, c'est trop bien le matin. Qui me dit: j'ai eu et j'ai toujours eu une seule imprimante, une Prusa MK3S. J'en suis content. J'avoue que j'ai comme projet d'essayer Bamboo Lab, ça a l'air incroyable, simple, fiable, voire supérieur. Pour moi, les meilleurs avis sont ceux des personnes qui gèrent des fermes d'impression. J'avais vu des vidéos comparant Prusa et Bamboo, la MK3, la MK4 face au P1S ou la X1 Carbone, et à chaque fois, les Bamboo étaient supérieurs sur tous les points, tout en étant beaucoup moins chers avec moins de problèmes et moins d'échecs. Dans le test, il y avait 40 Prusa contre 50 Bamboo, et Bamboo a gagné au final. À ce niveau-là, on peut plus parler de hasard. Alors moi, j'aimerais bien voir la vidéo. ouais, effectivement, moi, je pense que déjà là, alors je peux l'entendre, hein, ce sont des expériences plutôt que des tests scientifiques, je pense. Et la question est de savoir, moi je connais pas cette vidéo, quels sont les critères qu'il a analysés? Parce que oui, clairement, il y a des critères sur lesquels des marques prennent le dessus sur d'autres marques. Ça, tu me connais assez pour savoir que même si j'apprécie Prusa, je défendrai jamais bec et ongles au-delà de toute considération une marque plutôt qu'une autre. Moi, je suis un passionné d'impression 3D et d'imprimante 3D, quelle que soit leur marque. Hem, donc voilà, mais oui, j'aimerais bien savoir quels sont les critères qui sont parce que, tu sais, moi, j'entends l'inverse des fois en termes de ferme, très souvent, l'argument qui revient, c'est: «Moi, dans une ferme, je veux tourner tout en local, je veux pas dépendre d'un cloud et donc je veux pas Bambou, point». Ah Et ouais. souvent ça, c'est cet argument qui sort quand on est au niveau des fermes. Et c'est un argument que j'entends. Voilà, et dans ce cadre-là, uniquement sous ce prisme-là, à mes yeux, une solution open source gagnera toujours par rapport à une solution propriétaire. Que ce soit Prusa ou d'autres, hein, n'importe quel parc de machines qui tourne sous un clipper ouvert sera mieux qu'une machine qui tourne sous un écosystème contrôlé par le cloud, que ce soit celui de Bamboo ou celui, chez Anycubic, c'est pareil, chez Creality, c'est pareil. Alors tu peux, sous ces marques-là, en général, activer un mode LAN et fonctionner alors sans les fonctionnalités du cloud, mais souvent, et c'est ça qui est ennuyant, c'est que tu retires une bonne part de ce qui fait la force des machines si tu ne les utilises pas en mode cloud. Parce que, leur système d'analyse qui va compenser les erreurs, machin chouette, fonctionne sur, le cloud, parce que l'envoi intelligent facile fonctionne via le cloud, parce que enfin voilà tout ça.
Heu, donc alors je pense que ça va être la réponse que je vais donner à tout ce qui va sortir aujourd'hui, c'est: ça dépend des usages. C'est une question de cas d'usage. Voilà. OK. Alors alors c'est vrai que, sa vidéo comparative, c'est vrai qu'il faudrait la voir pour un petit peu, juger plus facilement. Il parle quand même de quand ça a comparé des fermes en MK3, MK4 par rapport au P1S, au X1 carbone. Moi, pour avoir usé ma P1S et ma X1 carbone, j'en ferai pas des fermes, hein. Alors après Moi je trouve MK3, MK4, j'en parlerai pas, mais vu que je les ai pas testés. trouve et on revient sur les critères utilisés. Tu vois, il compare aussi des architectures d'imprimantes qui sont fondamentalement différentes. Il Ouais, compare des Betsinger avec des Core XY. Heu, alors ça peut être tout à fait justifié pour, des cas d'usage. Si c'est pour imprimer, si c'est une ferme d'ABS, beh, peut-être que, c'est voilà, sûr. donc à voir. À voir. Commentaire suivant. J'ai acheté une Prusa Core One il y a presque un an en kit. J'ai adoré la montée, par contre j'ai eu du mal à avoir des super résultats dès le début. Mais maintenant je la trouve très qualitative. Je trouve que c'est comme le vin, ça se bonifie dans le temps, contrairement aux constructeurs chinois. Donc pour un débutant, il faudra quand même ne pas avoir peur de faire des réglages, mais dans 5 ans, elle fonctionnera toujours. Alors moi là-dessus, je suis un petit peu d'accord. Alors moi, ma Core One en kit, je vais passer le sujet. Mais Macor One plus normal, effectivement, alors c'est peut-être comme j'ai dit dans ma vidéo, le fait de sortir vraiment d'un clone de bambou, d'avoir un logiciel qui, bien que similaire, est quand même différent sur certaines approches. Exemple tout simple, je charge un point 3 MF, il m'a mis les parois, comment on appelle ça, les smooth, les parois smooth là, ou ce funky, je sais même plus comment on appelle ça. Tu sais quand les parois elles sont Ouais, tremblantes là. et des films. Ouais, les Fuji Skin et j'ai réouvert, j'ai fait un nouveau projet, j'ai pas fait gaffe, il m'avait gardé ça et j'ai imprimé tout le modèle en Fuji Skin. Alors que par défaut, je l'ai pas vu sur les trucs 3MF. Donc c'est voilà, c'est une chose à apprendre, enfin, en tout cas moi que j'ai dû apprendre, de faire attention à ça. Et du coup, même Enzyme, qui s'est mis un petit peu dessus, il lui a fallu quelques jours pour être à l'aise avec l'interface, mais une fois qu'on est à l'aise, on a eu des résultats qui étaient vraiment top, quoi. Et j'imagine que si c'est comme moi quand je l'ai monté, que, bah, il y avait toujours, une courroie peut-être un petit peu trop tendue, un petit peu pas trop tendue, qu'il fallait travailler un petit peu là-dessus pour, la perfectionner. En tout cas, il en est Alors content. la question du fait qu'elle se bonifie avec le temps, je trouve que c'est une question intéressante parce que, je pense qu'il faut penser aussi au cycle de vie d'une imprimante 3D et là, il y a une grande différence entre Prusa, puisque c'est de ça qu'on parle, et la plupart des constructeurs chinois. La plupart des constructeurs chinois sortent plusieurs modèles par an. Des machines qui rendent donc obsolètes leur propre gamme, avant. Bah, alors c'est un peu moins vrai chez Bambou qui a quand même une marque, enfin une gamme qui me paraît cohérente. La X1C est restée pendant presque 4 ans la référence en termes, enfin du flagship. La P1P, P1S, enfin tu vois? Par exemple P1P, elle s'est très vite fait cannibaliser par la P1S. Ouais. Il y avait plus aucune raison d'acheter une P1P quand la P1S est sortie. Et ils ont sorti la P1S un peu, pas beaucoup plus tard que la sortie de la P1P. Heu, mais globalement, ça reste cohérent quand même. On reste sur des ah, je vois, il y a Enzyme qui arrive. Comment Coucou, tu l'as vu? C'est moi. Ça va? ça va? Ça Ça va, ça va. On monte ton ballon. Ah, De toute façon, les abonnés, ils savent maintenant qu'elle, Que tu fais des choses pas bien avec une demoiselle. tu Ouais, vu? les abonnés, ils le savent. Mais non, pour revenir à cette question, c'est je pense que oui, on sait quand une machine Prusa va sortir, elle a ses maladies d'enfance. Les gens qui l'achètent tout de suite vont vivre des maladies d'enfance et ça peut donner des résultats un peu moins bons et elle se bonifie en ça avec le temps puisque c'est à peu près sur cette gamme la seule machine qu'ils vont avoir pendant 1, 2, 3, 4 ans et ils vont faire que bosser dessus avec les retours utilisateurs et améliorer les choses. Là où, on va citer Creality, ils vont l'abandonner après 6 mois et il y a la Ender 3V 400 Plus Max Pro, machin chouette qui va, tu comprends pas ce qu'elle a de différent par rapport à la précédente, à part qu'elle a une coque blanche et qu'ils ont inventé un nouveau système par IA qui révolutionne tout, qui ne change rien par rapport à la précédente. Mais voilà, tu vois un peu la logique, qu'on a. Donc oui, c'est plus facile de se dire une machine va bonifier avec le temps si la marque est obligée
de continuer à investir dedans que si elle décide de juste changer un nouveau modèle et puis on s'en fout. Voilà et ensuite je pense qu'il y a une courbe je pense que malgré tout, ils ont fait des progrès, hein, vraiment, mais je pense qu'il y a quand même une forme d'élitisme que je ne crache pas, hein, parce que peut-être que moi j'aime bien cet élitisme, hein, tu vois? Ce côté, moi j'utilise une Prusa, tu vois? Ouais, bah, c'est pour ça que je comparais ça à Peut-être. Harley, parce qu'il y a ça, tu sais, tu as vraiment la fierté, tu as vraiment le quand tu es sur ta bécane, enfin, ou ta machine, quand c'est une Prusa, tu te sens un peu différent des autres. C'est pour ça que je compare vraiment ça à Harley, tu vois? Tu conduis pas comme les autres, mais pourtant tu conduis. Mais tu as ce truc où tu vas dire que bonjour qu'aux autres, tu vas te faire tatouer le logo Joseph sur le bras, tu vois? Et ce genre de truc là. Mais moi, je vois ça un petit peu avec une bagnole, en conduite automatique et une bagnole manuelle, tu vois? C'est tu as, quand tu es passionné de conduite, tu as juste envie de cracher sur ta bagnole automatique, tu vois? Pourtant, c'est super une bagnole automatique. Tu te fais pas chier, au quotidien, la plupart du temps, enfin voilà, c'est très, très cool, pour plein d'usages. Mais moi, je m'emmerde en roulant. Si je roule avec une automatique et j'aime bien, passer mes rapports, gérer ça, me dire: «Putain, là, j'ai niqué ma boîte de vitesse, parce que je l'ai fait, et essayer de réadapter». Enfin bref, j'ai ce côté un peu peut-être un peu passionné de tech qui fait que, tout comme certains qui roulent avec des bagnoles vont se dire: «Moi, je veux pas une automatique, moi J'aurais je plus dit veux». électrique, tu vois, qu'automatique, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, mais même pas forcément électrique, parce qu'avant l'électrique, moi je voulais pas une bagnole automatique, thermique, tu vois? C'est Ouais, ouais. je veux pas, donc et je pense que mais bien rouler avec une manuelle, ça demande une courbe d'apprentissage un peu plus dure ou c'est un peu plus compliqué. Sans être pas compliqué, hein, tout le monde sait rouler avec des bagnoles globalement, mais pour bien le maîtriser, il faut affiner un peu plus et cette courbe d'expérience, c'est chouette pour les gens qui aiment apprendre. Globalement et on revient toujours au cas d'usage, hein. Tu sais, ce que moi un jour on en avait parlé, je pense dans un live ou un truc comme ça en disant: ben il y a des machines qui sont faites pour des profils de personnes. Si ton profil, c'est le résultat et pas le processus, Ah. eh ben, il te faut une machine où tu t'emmerdes pas, où tu as rien ou pratiquement rien à penser au niveau du processus. Et c'est pas grave, moi je suis pas du tout un élitiste qui va me dire: «Ouais, ça c'est pas les vrais imprimeurs». Non, tout le c'est comme enfin, on n'a pas besoin que tous les gens qui conduisent une bagnole soient des pilotes de Formule 1. On a le droit d'être passionné de mécanique et trucs, tout comme on a le droit d'avoir simplement besoin d'avoir sa bagnole pour aller chercher ses gosses à l'école et l'un n'est pas plus légitime d'exister que l'autre. Par contre, les 2 ont des solutions techniques qui correspondent plus à leurs besoins et moi, c'est comme ça que je vois, Prusa par rapport aux marques qui proposent des solutions plus faciles, plus, accessibles, mais peut-être plus limitées sur certains points pour les profils plus expérimentés. OK, effectivement. Effectivement, vu comme ça, mais ouais, et c'est vrai que ça, on le voit un petit peu dans tous les univers. Alors je vais pas rester trop longtemps sur ce commentaire, mais c'est vrai que tu regardes, bah, les drones, il y a ceux qui veulent le drone tout en un et ceux qui veulent le drone qu'on peut mettre les mains dedans pour le perfectionner. Tu as dit sur les bagnoles. Les ordis, il y a celui qui veut la tour, qui va pouvoir mettre les mains, démonter sa tour, faire son montage, ordi, tout ça. Il y a celui qui veut le PC portable et celui qui veut le Mac, qui est encore autre chose. Alors qu'au final, c'est pour aller sur Facebook ou pour faire autre chose, les 3 font le même boulot, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est il y a c'est ce que tu dis, c'est ça, il y a une partie du boulot où les 3 vont faire le même boulot de la même manière et puis il y a des cas d'usage où les 3 vont avoir leurs forces et leurs limites et moi, voilà, c'est comme ça que je pense qu'il faut, envisager les choses. OK, alors commentaire suivant. Alors là, ça commence par MDR, tu la compares à la X1 Carbone. Donc là, il faut que je réponde un petit peu à ce commentaire. Alors, je la compare à la X1 Carbone parce que, outre la version Plus, c'est la première Core XY de Prusa. C'est pour ça que je la compare. J'aurais comparé la K1 et la X1 Carbone, pas malgré le prix, etc., etc. Bon, donc après, il me dit une machine qui a 4 ans. Alors, pense que le seul moment où je l'ai comparé à la X1 Carbone, c'est quand j'ai dit que la X1 Carbone, quand on voulait imprimer du PLA, fallait l'ouvrir. Avec la Prusa Core One, il y a la grille au-dessus, et en plus sur la Plus qui est automatique maintenant. Ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc, je pense qu'il y a que là que je l'ai comparé à l'Axe1 Carbone. Puis après, il fait Prusa, c'est comme Mercedes. Tu achètes la base, tu as plein d'options qui sont pas comprises. Bon, je pense qu'il parle de la caméra et de la buse en acier. Après, il ajoute Prusa, super communauté qui partage et s'entraide. Quand tu as le temps, c'est génial et c'est mythique. Bon, j'aime bien ta comparaison avec Harley, c'est exactement ça. Bon, voilà. Là, c'est le commentaire un peu. Je crois qu'il a écrit à chaque minute de vidéo. Au début, il a dû faire la grimace et là, il fait non, ça va. C'est bien en tout cas d'avoir, c'est un commentaire équilibré, c'est toujours mieux que les commentaires des gens qui te disent: «Putain, tu es vraiment qu'un gros clown, Ouais.
tu sais rien du tout parce qu'il y a une phrase dans ta vidéo où tu as dit un truc où il peut ne pas être d'accord avec toi, Ah bah, hein, donc genre, «Tu dit que t'avais pas monté le kit Corwan, c'est une honte et tout, si j'étais toi, j'aurais niqué ta mère et ta grande sœur et j'aurais fait des tresses avec tes cheveux de poil de cul». Vraiment. Encore une vidéo qui sera démonétisée. Bon, là-dessus, OK. Après, on a eu 3D Maker, joli la Prusa, mais j'ai jamais pu en utiliser une fois, mais ça m'a l'air bien quali. Bah, écoute, on va bon là, je pense que merci, 3D Maker, mais je pense qu'il y a pas d'analyse. Alors là, Yann Perso, oh putain, le prix, je pensais que c'était le prix au moins d'une 30 par 30. Donc effectivement, là, on parle un peu du rapport qualité-prix, mais comme dit, la Harley, elle a pas le moteur d'une Hypersport, elle peut coûter le prix d'une Hypersport. C'est pour ça que j'ai comparé un petit peu ça à Harley. Bon, effectivement, là-dessus, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse la différence. question du prix et de Prusa, je pense que c'est une question qui va revenir souvent, je pense, dans tes commentaires. En tout cas, Ouais. c'est moi, quand je sors une vidéo, liée à Prusa, c'est la question qui revient toujours avec des arguments auxquels on peut ne pas être sensible. L'argument premier, un produit européen construit en Europe avec des salaires européens, des conditions, européennes, enfin voilà. Pour les personnes qui sont sensibles à cette logique, c'est une valeur ajoutée. Je ne suis pas contre le fait de dépenser dans des produits chinois, mais si j'ai le choix, et que j'ai les moyens, et moi j'ai les moyens par exemple, alors là il y a Excusez-moi. 50. J'allais dire oui, il y a ça et puis dire tu as 50 personnes qui vont m'insulter de Bourges et puis les 50 autres qui vont dire: «Ouais, mais tu les payes pas tes prusas», alors c'est facile de dire ça. Hem, mais je paye beaucoup de choses dans ma vie et cette logique que j'applique à Prusa, je l'applique à d'autres choses. C'est, quand je peux acheter local, j'achète local. Quand je dois choisir entre, je sais pas moi, un truc que je vais acheter qui n'a rien à voir, mais enfin, je veux dire, voilà, hein, a avec la maison, si je peux privilégier un produit européen, ben, je vais le faire. Déjà d'un point de vue purement pratico-pratique, le service après-vente d'une société européenne qui va pouvoir agir depuis l'Europe, c'est pas la même chose que d'attendre 6 semaines, un truc bloqué dans le détroit d'Ormuz, une pièce, qui vient et qu'après tu as DHL qui vient de gratter 400 balles dessus de frais de douane, parce qu'ils sont pas foutus les marques chinoises d'avoir du stock de pièces, de rechange dans des entrepôts européens, hein. Et donc alors que, beh, oui, tu prends une société européenne, quel que soit son domaine de travail. C'est comme les je reviens avec les bagnoles, on va croire que j'aime les bagnoles et j'aime les bagnoles, hein, mais moi, quand j'étais petit, on me disait toujours: «Faut acheter une Toyo enfin, il faut réfléchir avant d'acheter une Toyota parce qu'une Toyota, c'est génial, c'est japonais, c'est un bijou, c'est une orfèvrerie, mais par contre, si tu as un problème avec, les pièces sont compliquées à avoir, elles sont chères, elles viennent de loin, elles sont» c'était le message qu'on me disait toujours. Hein? Et donc, le message c'était acheter européen et dit: «Oui, mais européen, on a quoi? Les Renault». Et bon bref, j'ai acheté des Citroën, hein. De quoi? Moi, j'ai Lexus, moi, justement. Ah ouais. Mais, mais avant tu avais Volvo et Volvo c'était européen. Ouais, maintenant c'est Mmh. chinois. Maintenant c'est pas ouais, mais effectivement. Heu et donc cette logique les gens peuvent être sensibles à ça. Quand tu achètes quelque chose et on revient à la question du fait qu'une Prusa ça dure, ça a une durée de vie beaucoup plus longue qu'une machine chinoise. Quand tu achètes une machine jetable, eh ben, tu peux t'en foutre de la logique du SAV. Tu te souviens qu'on a eu cette discussion avec, Thomas, à propos des imprimantes, résine qui disait: «Oui, mais les entreprises avant tu leur faisais acheter des imprimantes résine, à 3 000 à 4 000 balles. Maintenant, elles achètent 10 Saturn 3 et quand il y en a une qui est morte, on en achète une nouvelle et on a le même résultat au final. Bon, l'impact écologique de ça est horrible, alors je ne veux pas faire le gros écolo, mais Ah bah, mais là-dessus voilà, là-dessus, hein, faut je ça fait le dérive un coup. peu sur la résine parce que j'ai tombé sur la vidéo de youtubeur Virtual Devil, un truc comme ça, qui allait dans les usines de Tsumeart. Tsumeart qui font des énormes figurines, et qui a, pendant longtemps, se vantait de leur partenariat avec Formlabs. Et là, pendant le tournage, tu vois qu'ils avaient des Anycubiques partout. Donc à mon avis, ils ont plus de Formlabs. Voilà, mais donc, tu vois, c'est toujours cette logique. Il y a des gens qui vont avoir alors bon, moi, dans mon boulot, on parle de responsabilité sociétale, hein, il y a un concept de responsabilité sociétale où tu te dis, beh, oui, hein, réfléchir sur une ligne écologique, mais tout ça, il faut avoir les moyens et encore une fois, c'est une question de profil. Quelqu'un qui a envie de s'acheter une petite imprimante pour imprimer des choses pour faire plaisir à ses enfants et se faire plaisir à lui-même, va pas être dans la même logique de réflexion
que ce soit par rapport aux «jetables» entre guillemets. Tu sais, ces gens, moi je connais des gens, quand leur, bambou, A1 est tombé en panne, ils étaient même tellement stressés de contacter le SAV dans une langue, qu'en fait, ils achetaient une nouvelle bambou A1, tu vois? C'est, plutôt que même essayer de la faire réparer en local ou, tu moi j'ai récupéré comme ça de quelqu'un une bambou A1 qui comptait jeter, qui avait juste un bouchage de bus, tu vois? Ouais, Et parce que, beh, pour eux, ça paraissait plus simple de juste acheter une nouvelle bambou A1 que de gérer le SAV autour ou gérer le fait de devoir soi-même déboucher une buse, tu vois? Ou simplement changer de buse. Et nous, ça nous pa et on se dit: «Mais sur une A1, changer de buse, c'est» voilà, hein. Mais pour certaines personnes, on se rend pas compte parce que nous, on est un peu habitués, mais que certaines personnes, même changer une buse sur une A1, c'est compliqué parce qu'ils sont rentrés dans l'impression 3D avec, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, une logique de résultat et pas une logique de processus. Et ça, ces gens, il faut les entendre mais ils ont un profil différent, heu, qu'un profil tech et le prix d'une Prusa avec l'expérience, les matériaux de qualité, enfin, entre toi et moi, tu l'as analysé ta Prusa. Tu vois les matériaux, l'acier, la qualité de l'acier c'est la utilisé machine la dans les plus trucs. lourde que j'ai de dans ce volume, c'est sûr. C'est pas le plastique de merde, de certaines machines, bas de gamme qu'on peut avoir et qu'on a déjà vu, hein, voilà, Ouais. rien que des matériaux de qualité, ça justifie un certain prix. Et des pièces imprimées en 3D. Alors ça, j'ai eu un commentaire justement qui est intervenu là-dessus et je pense qu'on va le voir parce que justement, j'ai dit que c'est surprenant et moi, c'est ce qui m'a toujours surpris avant d'avoir une Prusa, des pièces imprimées en 3D dans l'assemblage, alors un peu moins sur la Core One, un peu plus, je crois, sur les MK4 et MK3. Et en fait, les gens trouvaient ça, dans les commentaires, génial, parce qu'en fait, ça veut dire ta pièce, elle a pété, bah, tu la réimprimes, t'emmerdes pas, en fait. Bon, après, si tu dois la réimprimer, il faut que ta machine soit pas cassée d'abord. Et c'est marrant parce que, bon, évidemment, comme je suis très proche de Prusa et que je vais à beaucoup d'événements Prusa, je rencontre beaucoup de gens qui sont dans la communauté Prusa. Et autant les gens qui sont pas Prusa et qui vont acheter une Prusa vont peut-être se dire: «Ah, des pièces imprimées en 3D, ça fait cheap, compagnie» et puis après donc maintenant dans la Core One, il y a pratiquement plus de Il y a pièces que des imprimées en toutes 3D. petites, qui servent à pas grand-chose, ouais. Mais je pense que plus de 90 ou enfin 90-80 des pièces ne sont pas imprimées en 3D sur une Core One. Hem et là, alors ça a fait réagi au sein de la communauté, c'est pour la raison que tu as citée avant, c'est vraiment le truc qui est sorti. Ouais, Prusa perd son ADN parce qu'il y a plus de pièces imprimées en 3D sur leur imprimante et derrière le côté un petit peu auto-reproductibilité, parce qu'en fait, il faut revenir à la logique du RepRap et de ce qu'est, Prusa. De se dire: «Ce sont des imprimantes qui sont auto-reproductibles». Quand tu déjà quand tu as une pièce cassée, il suffit de l'imprimer et tu peux continuer à travailler, tu peux améliorer toi-même aussi facilement parce que tu as pas des pièces propriétaires avec des moules de formes particulières qui rend les choses compliquées à reproduire et compagnie et donc je pense qu'encore une fois, on est, cette réponse me fait rire parce que tu as autant de gens qui vont dire: «Des pièces imprimées en 3D, c'est vraiment l'ADN et c'est ce qui fait que moi je veux une Prusa», que des pièces imprimées en 3D, ça fait cheap et tu payes cher pour un produit cheap. Donc voilà, c'est Ouais, ouais, amusant. effectivement. C'est vrai que c'est devenu qu'on est habitué à quelque chose qui effectivement divise dans tous les cas, dès que ça part, on comprend plus trop où ça va. OK, allez, continuons un petit peu les commentaires. Donc j'ai une MK4 qui est devenue une MK4S et maintenant c'est une Core One Plus. Elle totalise 5000 heures sans jamais aucun problème, sachant que la MK4S est arrivée en kit et toutes les mises à jour également. En tout cas, donc quelqu'un qui est très, très content, qui a réussi à garder sa sensation de première machine jusque sur la dernière. Ça, c'est vrai que ça peut être cool, même si je trouve que les kits d'upgrade sont quand même assez chers. Mais bon, passer la P1P à la P1S, ça coûtait à l'époque 300 balles et la machine, elle vaut 300 balles terminée aujourd'hui. Donc c'est pareil. Et c'est vrai que 5000 heures, il a gardé au moins, il a quand même cette sensation, je pense, de ne pas avoir vendu ou jeté une machine. Ça, c'est ce qui fait la particularité de Prusa aussi. Alors, là encore une fois, les Prusa fanboys ont un peu gueulé quand ils ont appris qu'il y aurait pas de kit de passage d'une Core One à une Core One L, par exemple, parce qu'en fait, on est sur une architecture complètement différente. Enfin, on est sur la même architecture, mais les dimensions sont complètement différentes, ce qui fait que tu peux pas reprendre, plus de 80 des pièces, voilà, les pièces de enfin, de l'infrastructure, hein, je parle, j'imagine que l'extrudeur, on pouvait le reprendre, mais
mais pas les pièces de l'infrastructure, pas le plateau, pas Ouais, le si c'est pour jeter tout ça, autant racheter la machine. voilà, c'est ça. Mais sinon, effectivement, il y a toujours eu cette logique chez Prusa de se dire: «Le nouveau modèle, qui est dans la même infrastructure, hein, donc une i3 sera toujours transformable en i3». Et puis ils ont réussi aussi à transformer une i3 en Core XY, hein, on a pu passer de la MK4, MK4S ou même en fait MK3 via, à, une Core One et ça, je pense que c'est une des rares marques qui fait ça, et c'est une question de quelle marque chinoise maintenant tu vas te dire: ben je sais pas, j'achète, une Elegoo Saturn 4 et je l'ai acheté à un certain prix et 6 mois après, on nous donne la Centauri Carbone et ben, ma Saturn 4, si je veux une Core XY, je prends ma Saturn 4, j'en fais un pied de porte et je m'achète une Centauri Carbone, Alors attends, là, ce qui tu est très vois? drôle, c'est quand tu compares une résine à une filament, mais je vois ce que tu veux dire. Ah non, Jupiter, je voulais dire. Je Ouais, ouais. Une jupe. suis fatigué. On parle de Jupiter 4, hein. Ouais, avec leur nom de planète, Ouais, ouais. mais c'est ça, c'est Jupiter, donc la FDM ouverte, qui n'était pas Core XY, Betzlinger, Le si tu la prends dans la la dans dans Neptune. dans c'est La Neptune. Jupiter, Oh c'est la putain, grosse mais résine. tu me demandes d'enregistrer des trucs le samedi matin, en même temps. La La Neptune, Neptune en Centauri Carbone, ouais, effectivement. voilà, ouais, Jupiter, 4, ça c'est une annonce qu'on n'a pas encore faite. C'est parce que je viens de finir le test de ma Jupiter 2, c'est dans la tête, c'est Ouais, ce pour que je ça. me suis dit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Toleg, j'ai une Prusa MK3S, après une Creality CR10. Bon, OK. Customisée dans tous les sens. Quel plaisir, elle bouge pas après des heures et des heures d'impression. J'ai juste dû changer 2 fois la thermistance car les câbles s'usaient par frottement. C'est la machine fiable increvable. Même ma prochaine machine sera une bamboulable plus abordable. Ah! Ah, quand ça commence par très défendre Prusa en disant je vais changer. Alors, par contre, pas moyen que je me sépare de ma MK3, elle restera fidèle au poste. Prusa a longtemps dominé et influencé le marché par ses innovations, c'est beaucoup moins vrai. Mon avis manque un bout. Je pense qu'il voulait dire c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Je pense que quand tu analyses son message, ce qu'il explique, c'est que son profil d'utilisateur a changé et qu'autant il a pu investir du temps et de l'argent dans une machine qu'il a pu faire évoluer et garder, maintenant, autant maintenant son profil d'utilisation correspond plus à des machines qui permettent une expérience plus rapide à un coût moindre. Moi, c'est comme ça en tout cas que j'entends les choses et ça fait cohérent avec ce qu'on a dit au début. Mhm. Il y a juste des cas d'usage, il y a pas des mauvais choix, il y a, enfin, il y a pas des mauvaises machines ou des mauvaises infrastructures, il y a peut-être des mauvais choix en termes de cas d'usage. Voilà. Alors, commentaire suivant de Christian Trapp 8376. Ils peuvent pas avoir des pseudos normaux quand ils mettent des commentaires. .skyblog.com. Alors, la solidité et le SAV de Prusa sont des Des éléments. Skyblog, je réagis. Je Non, viens de non, me mais c'était une prendre blague. dans les dents. Ah OK. La solidité et le SAV de Prusa sont des éléments qui peuvent justifier le choix de cette marque, mais pour un débutant qui souhaite découvrir l'impression 3D sans bien appréhender les champs du possible de cette technologie et donc envisager une utilisation sur un long terme de l'impression 3D, le prix de Prusa peut être un frein pour passer le cap de la découverte. Personnellement, je me suis rabattu sur une petite Kiddy Q2, là on passe sur autre chose, permettant de découvrir et tenter d'utiliser des filaments techniques classiques pour quasi 2,5 fois moins cher, une sorte de test pour découvrir. La solidité va s'apprécier dans le temps, sans oublier que la technologie avance vite et qu'il peut être discutable de garder une machine longtemps avec une technologie obsolète. Il est néanmoins certain que rien n'est plus déplaisant qu'une machine qui ne fonctionne pas, d'autant plus que la panne intervient presque toujours dans un moment avec besoin marqué de la machine. Bon, je sais pas trop, il y a beaucoup de choses à dire ou beaucoup de choses à analyser ou pas. Je sais pas, Je pense que ce commentaire résume beaucoup de choses qu'on a dit jusque-là c'est et c'est l'usage. un commentaire très sensé. Je pense que c'est une bonne analyse, de ce dont on parlait avant, de profil de personnes et de cas d'usage. Hem et en plus, je ne sais pas, c'est quoi le pseudo? Arrobase Christian Trape 8376. Ouais, c'est pas quelqu'un que je connais sur ma chaîne, Bah, mais en appelle tout pas la cas chaîne de Thierry Christian si tu passes par là. mais non, donc en tout cas, je ne peux qu'approuver aussi, Kidi ou Chidi, hein, puisque le vrai nom c'est Ah, Chidi. c'est Chidi. Heu, c'est, pour moi, c'est l'une de mes marques préférées, dans les marques chinoises, enfin, tu vois? Il y a Bamboo et Prusa qui sont 2 phares et puis, pour moi,
en fiabilité, en rapport qualité-prix, en marque chinoise, il y a Chidi, quoi. Ouais, je suis Voilà. assez d'accord. Rapport qualité-prix, c'est vrai que Chili a toujours un petit truc en plus par rapport à Bamboo, contrairement aux autres qui sont des copies bon marché. Là, il y a, bah, on va mettre un plateau un peu plus grand où on va avoir une buse qui monte beaucoup plus haut en température, ou l'enceinte chauffée. C'était les premières à arriver avec les enceintes chauffées dans l'abordable, on va dire, je trouve. Là où l'accès carbone n'avait pas l'option, par exemple. Bah, oui, c'est ça, on oublie souvent, mais la X1 carbone avait une chambre, passivement chauffée, hein. Mm. Donc voilà. Non, non, c'est vrai que Ce qui est la c'est, raison pour laquelle j'avais estimé que la P2S était, vraiment la X2, puisque, elle reprenait la logique de chambre passivement chauffée, et que pour le reste, la P2S est quand même une machine excellente et ouais. remplaçait la X2. Alors maintenant, il y a la X2D qui est sortie Qui est et une P2S à double tête, ils se sont foutus de notre gueule. ouais, je pense qu'ils ont cannibalisé la P2S, après, bon, c'est une vidéo Prusa, je sais pas si peut-être qu'on devrait réagir un peu sur, je pense le fait que beaucoup de gens n'ont pas compris la deuxième tête de la X2D, parce que je vois beaucoup de choses où ça gueule, dans tous les sens. Alors que ça gueule parce qu'ils ont sorti ça maintenant, et que les gens qui ont acheté la P2S se sentent un peu floués, je le comprends. Mais que ça gueule parce qu'une machine a 600 balles à une deuxième tête qui a fait un choix technique pour alléger les coûts, mais qui en fait est parfaite en première tête et te rajoute cette option de deuxième tête pour augmenter ton cas d'usage et qui te dit, ben si t'es pas, enfin si tu as vraiment besoin des 2 têtes pour du multimatériau pur et dur comme la H2D, ben il faut mettre un billet en plus. Moi ça me choque pas, je trouve pas que cette deuxième tête avec le tube Boden, allégé, ce soit du foutage de gueule et ça j'ai vu ça mais partout quoi, tu vois? Je pense encore une fois, les gens comprennent pas la technologie derrière et le cas d'usage. Il y a une logique de: «Je veux tout pour tout, pour tout», au prix le moins cher et on comprend pas le cas d'usage qu'il y a derrière. Mais Bah, bon, moi, je l'utilise comme s'il y avait pas de Boden. J'ai pas trouvé la diff sur la qualité d'impression. Maintenant, peut-être au niveau du filament technique ou quoi, j'en sais rien, mais faut que je fasse plus de tests là-dessus. Mais, ouais, f pour faire cette petite parenthèse Bombour, c'est vrai que beaucoup de gens enfin, pour moi, j'ai vu des gens gueuler en disant: «Ah, j'aurais su, j'aurais mis 100 balles de plus sur la X2D». Mais ça, c'est les mêmes cons. Il y a eu la H2D qui coûte quand même presque 1 900 balles aujourd'hui et la H2C qui coûte 2 100 ou 2 200 € qui dit: «Ah, pour 300 balles de plus, beh, j'aurais bien pris 5 têtes de plus». Moi, le c'est premier. ça, moi je les comprends. C'est peut-être ce que je reproche à Bambou là-dessus, pas sur la qualité de leur machine, mais sur certains choix marketing. C'est de donner le sentiment qu'il y a pas une cohérence au niveau du calendrier de sortie et frustrer des gens. Tu sais, ils nous ont fait pareil avec la P1P et la P1S. On dit: «Tu as acheté la X1C, puis tu achètes la P1P qui est la machine qui convient et qui était super cool et puis en fait pour un petit billet en plus, 4 mois ou 5 mois après, on te sort une nouvelle machine, en disant: «Ouais, mais sinon il y a la P1S», qui en fait, tue tout l'intérêt d'acheter une P1P si tu peux te permettre du petit billet en plus Mmh. et c'est exactement pour moi ce qui s'est passé maintenant avec avec la P2S et la X2D. C'est globalement, à part quelques petits points où si tu chipotes sur, la taille d'impression, le volume d'impression à cause du fait que tu as les 2 têtes, mais bon, globalement, la X2D reprend à peu près tout ce que tu as sur la P2S qui font la force de la P2S et te rajoute cette option supplémentaire d'une buse auxiliaire, et je comprends que les gens se disent: «Mais putain, il y a 4 mois, j'ai sauté sur une P2S et s'ils nous avaient dit ça ou s'ils attendent au moins 1 an quoi», je sais pas, Et ouais. hem, donc ça c'est le calendrier de sortie, je le trouve discutable. Après, ils offrent un choix en plus dans la gamme, et ça, là maintenant quelqu'un qui va regarder pour acheter maintenant, il a une vue claire et il peut faire des choix clairs en fonction de son propre besoin. Mais celui qui a acheté la P2S et qui parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter une H2D et qui maintenant se dit: «Putain pour 100 balles de plus, j'aurais attendu 3 mois pour 100 balles de plus, j'avais 2 têtes et une chambre activement chauffée», je comprends qu'il est un petit peu, Ouais. D'ailleurs, à se demander si la P2S va continuer de se vendre. Mais c'est peut-être stratégiquement, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Enfin, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire, qui est une aberration marketing en vrai. Que normalement, tu commences par le plus haut de gamme, après tu mets le milieu de gamme, et après tu fais le bas de gamme et tu balances pas dans. Tiens, on va te sortir le bas de gamme, puis après on te sort un truc plus haut de gamme 3 mois après, parce qu'on sait qu'en fait, les P2S, ça y est, elles sont parties, on n'en vendra plus. C'est peut-être aussi une stratégie. après tu sais, on parle de stratégie, ça se trouve,
Simplement, ils ont été débordés par des logiques de production. Ils auraient voulu sortir une gamme cohérente, d'un coup et que ça a pas été possible en termes de gamme de production et puis voilà, tu vois? Moi, je vois par exemple le fait qu'on n'a toujours pas de multitête chez Bambou, un peu comme quelque chose qui me donne l'impression ils ont des petits difficultés à pouvoir suivre une production de masse comme ça pour le moment, sur une machine. Là, clairement, tout le monde sort du multitête, Bambou étant la marque qui porte l'innovation en elle, hein. Pour moi, Bambou, c'est une marque qui a cette l'ADN de l'innovation. Ils nous l'ont prouvé avec la X1C et tout ça. Quand ils ont sorti la H2C, beh, les multitêtes commençaient à mais là, maintenant, ils arrivent, on n'a pas de vue sur une machine multitête alors qu'on a SnapMaker, on a FlashForge qui arrive, on a, la palette 300 qui arrive, on a, enfin, tu vois, on a plein de choses qui font que, ouais, maintenant, ça devient un petit peu compliqué que Bamboo soit pas dans le jeu en termes de multitête. Ouais, c'est vrai que pendant longtemps, on n'entendait que parler de Bambou et peut-être d'un peu de Prusa et depuis quelque temps, les gens disent: «Ah, beh, j'hésite entre une H2C, donc 3 000 balles ou une U1». Bah, c'est déjà 2 000 € de différence dans l'histoire là, ou 1 500 € de différence, tu te dis mais ouais, c'est assez surprenant, comme tu dis que Bambou ne semble pas se précipiter du moins pour proposer une alternative. Maintenant les Snapmaker, j'ai cru comprendre qu'il fallait encore un moment pour les recevoir. Certains commencent à les recevoir après l'avoir précommandé. On va voir les retours d'utilisation après quelque temps. Moi, j'ai toujours pas reçu. Ah, tu verras quand tu l'auras. Super machine. Ah bah, c'est vrai que pour la proposition, déjà quand on est habitué à des machines à 4 chiffres, qu'on a reçu une à 3 chiffres qui fait: «Putain, elle marche bien!» c'est déjà pas mal. Allez, OK pour la parenthèse Bambou. Suivant, un commentaire de Zapercé: «Voilà une marque que je n'ai jamais essayée. C'est vrai que quand j'y pense, pour moi, ça rime avec gros budget. C'est certainement très fiable, sinon vu la concurrence agressive, je pense que la marque aurait coulé. J'aimerais bien tester leur multicolore ou leur multicouleur. Côté moto, je suis japonaise seulement car c'est Harley, c'est pas mon style». Bon, d'accord. Alors le MMU de chez Prusa, c'est toujours, j'ai jamais testé, c'est quoi? C'est bien? C'est neuf? C'est pas bien neuf? Alors, parlons de multicouleur chez Prusa. Il y a pour que les gens comprennent aussi de quoi on parle. Quand ils parlent: «J'aimerais tester une multicouleur», je pense qu'ils parlent de l'index. Ah, de Hein. l'index. Je pense en écoutant son commentaire qu'il parle de ce qu'on annonce qui va arriver chez Prusa, c'est-à-dire l'index, le système, qui, est censé fonctionner bien enfin, moi, d'un point de vue je l'ai pas testé, hein, mais, d'un point de vue, théorique, c'est pour moi le système le plus cohérent en matière de multicouleurs, multimatériaux pour le moment. Heu et l'index n'est pas Prusa, hein, il faut le préciser. L'index, c'est Bondtech et c'est juste qu'il y a un partenariat entre Prusa et Bondtech pour intégrer l'index au au Prusa, au Core One, Core One L, voilà. Donc ça, c'est, c pour moi, c'est la solution la plus cohérente en termes de contrôle coût-qualité. Parce que la XL est très bien, mais elle est excessivement chère pour un grand volume et 5 couleurs, pour du multitête pur et dur. Soyons clairs, le multitête pur et dur, c'est la meilleure solution dans l'absolu, en chiffre absolu, pour du multicouleur, multimatériaux. Mais comme c'est cher, que c'est techniquement plus compliqué, quoique SnapMaker nous a montré là qu'avec un multitête pur et dur, et un volume réduit sur 4 couleurs, ils arrivent quand même à faire des machines qui, en termes de calibration, c'est aussi facile à utiliser qu'une Bambou. Voilà, la manière dont est conçue une Prusa XL rend quand même toujours les choses un peu plus compliquées. Moi, je donnerais pas une Prusa XL à quelqu'un qui n'a aucune expérience en matière, de mécanique de machine, hein, voilà, rien que faire la calibration et l'alignement de tes têtes, tu as envie de te mettre, de taper la tête sur sur un mur si tu ne comprends pas ce que tu fais. Donc, après pour les gens qui savent le faire, ce sont des machines merveilleuses, hein. Clairement, dans la productivité, les gens qui vont imprimer du multicouleur en grand volume sans aucune perte, ni de temps, ni de parce que tu vois le multicouleur avec les systèmes à la H2C et tout ça, C'est un peu long. tu perds toujours du temps, Ouais. malgré tout. Moins qu'avec le système purement AMS, mais tu perds quand même du temps. Alors qu'avec un pur multitête, tu perds pas de temps du tout. Voilà. Ou peut-être 1 seconde, le temps que la tête va se parquer et que l'autre reprend, mais on n'est pas sur des 35-40 secondes de changement, de couleur comme on a sur la H2C, par exemple.
Donc je sais pas, je sais plus, je suis perdu. Bah, on Redis-moi, parlait de c'était quoi? le multicolore de chez Prusa, donc effectivement, dans ce Oui, voilà, commentaire, donc est-ce je qu'on parle de disais l'UMMU qui effectivement, le MMU semble être un peu un porte de vitesse ou de ce système index, de chez Bontech? alors effectivement, donc le MMU, pour, donc le système index, on est, sur un système qui va pouvoir aller jusqu'à 10 ou 12 couleurs, je sais plus exactement, et c'est des systèmes de changement de tête. Alors, c'est un peu particulier, c'est pas exactement un système de changement de tête, c'est plutôt du changement de buse que du changement de tête, mais bon, bref, c'est en tout cas un système. J'ai fait une vidéo, je fais de la pub pour moi. J'ai fait une vidéo qui explique tous ces systèmes multicouleurs, en détail. Vous pouvez chercher sur ma chaîne si vous Lien en voulez. description Heu, et on fiche. Putain, je me fais du travail là. Attends, je me note quand même parce que c'est un truc que je vais oublier ça. mais le MMU par contre, c'est en gros un AMS comme on a chez Bamboo classique. C'est-à-dire que c'est un système qui va permettre de changer des filaments dans un système de stockage de filaments. Alors le MMU n'est pas fermé, hein, c'est un système ouvert, mais en gros, voilà, il va sortir le filament A de la buse unique pour venir charger le filament B et faire ces changements de couleur comme ça. C'est exactement le fonctionnement d'un AMS, hein, chez Bamboo. Euh, L'avantage du MMU, c'est qu'il permettait 5 couleurs et que l'algorithme de programmation des changements de filaments chez, Prusa, avec les Prusa et le MMU, faisait que globalement, on a un volume de purge plus restreint sur le MMU que sur un AMS classique avec une bambou classique. Je ne pense pas à la H2C, hein. Je parle, une bambou classique avec un AMS classique. Et donc, c'était une force de ce côté-là, mais c'était plus compliqué à faire fonctionner qu'un AMS de chez Bamboo. Un AMS de chez Bamboo, on revient à ça, tu prends ton AMS, tu branches la fiche et dans le slicer, tu te casses pas la tête. Il y a une procédure de calibration et tout ça qui est un peu plus compliquée chez Prusa, mais une fois que c'est fait, tu as du meilleur résultat et une meilleure, enfin, c'est plus efficient en termes d'utilisation que l'AMS de Bamboo. OK. Bon, espérons qu'un jour on pourra tester, ces nouveaux systèmes. Alors, commentaire de oh là, c'est quoi ce pseudo? Octrimedebetri 8655. Je sais pas ce que ça veut dire. Heureux possesseur d'un Prusa Core One original après 4 ans avec ma première Prusa qui était la Mini, que j'ai montée en kit, je ne me lasse pas de la fiabilité de cette machine. J'ai acheté le kit de passage en Core One Plus, il n'a pas encore installé, faut juste que je trouve le temps. Ton analogie à la Harley me paraît juste, merci de ton analyse objective. Mon avis après quelques mois d'utilisation, machine robuste, l'impression de tout type de filament PLA, PETG, TPU, ASA sans échec. Quand il dit que c'est toujours une erreur de sa part. Vu le tarif, il est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas de base la caméra et la communauté qui est énorme sur Discord, Reddit, etc. Alors ça, c'est vrai, l'absence de caméra dans le pack d'origine. Je ne peux qu'être d'accord. J'ai beau apprécier Bambou, On va y arriver, tiens, c'est samedi matin. j'ai beau apprécier Prusa, je trouve qu'effectivement, la caméra, pour moi, c'est un point compliqué. Déjà, elle est pas qualitative, Ah ouais? ils pourraient faire un é ils l'ont un peu améliorée avec la version plus, mais, la caméra de la Core One originale était complètement pourrie, hein. La Bodycam, c'est voilà, hein. Ce point-là n'est pas un bon point. Avec pas facile à régler, tu vois? C'est pas une caméra que tu branches en USB dans le truc. Tu dois d'abord aller, configurer, avoir le stream, machin, ben bref, Un peu comme le c'est pas système Flipper forcément d'il y a 5 ans, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Donc et en plus, la qualité en même je n'était pas bonne. Il y a pas de fluidité. Tu n'es pas sur du, 25 images par seconde ou même 20 images par seconde, tu es plutôt à regarder un PowerPoint. Donc autant, mais je parle de la première version de la caméra sur la première version. Ils ont amélioré les choses sur la Core One L et en fait, en gros, la Core One Plus, c'est quoi? C'est que ils ont repris ce qu'ils ont changé entre la Core One et la Core One L et ils l'ont proposé à la Core One. Donc tu vois les petites grilles qui changent, la possibilité d'avoir une caméra qui est meilleure, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ils ont un peu amélioré la caméra, mais ça reste pour moi quand même quelque chose qui est c'est dommage que ce soit un accessoire à part, que ce soit pas directement intégré dans le châssis, de la Core One, Plus ou L et que le réglage semble un peu, j'adore Quizza, mais là j'ai l'impression qu'ils ont racheté un stock de caméras,
qu'il fallait qu'ils refourguent et que voilà, elles ont 5 ans, mais c'est pas grave, on va proposer une petite coque imprimée en 3D pour pouvoir la mettre dans le coin supérieur de la Corone et 2 magnettes et ça va fonctionner. Voilà, moi je suis pas satisfait et d'ailleurs moi personnellement, je l'ai pas mise et je m'en fous, j'utilise pas, et pour mon usage alors ils proposent pas des détections par IA et tout ça, hein, c'est que de la caméra de contrôle, Mmh. mais je crois que tu me connais. Chaque fois qu'une marque propose une détection par IA, moi je la désactive parce que les faux positifs, ça me casse les couilles. Ouais. Mais, Oui, c'est vrai que c'est de moins en moins fiable les détections par IA, ouais. C'est vrai que moi je trouve que pour rester sur cette histoire de caméra, c'est une erreur marketing de ne pas la proposer parce que l'une des choses pour moi qui fait que Bambou, on va dire, ça a commencé à s'envoler sur les réseaux sociaux très rapidement avec l'Alexa Carbone, c'est avec la caméra. Toutes les personnes en plus, c'était là au moment où TikTok était encore un peu en effervescence, ils te prenaient le timelapse, ils te le foutaient sur TikTok avec une musique et ça marchait. Et quand on avait moi je me rappelle de la FLCN V400 pour faire un bon timelapse, qu'on appelait même un hyperlapse, c'était chiant. Les Sidewinders, fallait Octoprint, fallait ces caméras, c'était rare d'avoir un beau timelapse. Bamboo sont arrivés, ils ont tous acheté des Bamboo Labs, enfin peut-être pas tous, mais beaucoup, pour balancer des timelapses sur Facebook, les réseaux, TikTok et tout. Et la marque, pour moi, on l'a vu partout sur les réseaux grâce à cette caméra. Et maintenant, toute la concurrence, ou presque, le propose, des caméras fonctionnelles, et Prusa ne le fait pas. Ça fait que c'est vrai qu'on voit très rarement des Prusa sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, même si la personne est là, pour qu'elle diffuse des timelapses, tout ça, ben, c'est chiant. oui, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est un truc qu'ils devraient travailler dessus pour que, bah, Prisa, c'est une marque, en vrai, on en entend de moins en moins parler au niveau européen parce que il y a de moins en moins d'utilisateurs qu'on achète et ça devient vraiment, c'est pour ça que je disais vraiment ce truc de Harley, c'est un truc à part qu'on rencontre dans un autre univers mais qui fait la même chose. Et parce qu'il y a plus de marketing dessus, même s'il y a toujours une ancienne communauté, aujourd'hui, il y a beaucoup d'imprimeurs 3D, il y a peu d'influence. Alors, quand je dis influenceurs de petits créateurs de attends, je vais bien formuler mes mots. De nouveaux, le mec qui va faire: «Je vais filmer vite fait ce que je fais». Moi, j'ai des copains, ils ont des bambous, ils vont sur Facebook, ils mettent leur timelapse de bambou. C'est pas des créateurs de contenu, mais ils diffusent dans les groupes Bamboo Lab, dans les groupes d'impression 3D, ce type de vidéo. Et ça, eh beh, je vois très peu de personnes avec une Prusa faire ça, quoi. Voire j'avoue aucune, Je suis d'accord, mais je pense qu'aussi, on revient à l'histoire du cas d'usage et du casting de la communauté. aussi. Heu, je vais dire un truc qui est simpliste, c'est simplifié, c'est des stéréotypes et je l'assume pour l'explication maintenant, mais ces exemples que tu donnes de gens qui impriment sur des bambous, ils impriment des Pokémon. Ils vont pas, te faire des timelapses de pièces techniques, Ah non, la de boubou. carteurs machin. Il existe une communauté, active de gens qui diffusent du contenu autour de Prusa et c'est beaucoup plus du contenu technique. Beaucoup plus C'est d'ingénieurs, ouais. beaucoup plus, des ingénieurs qui vont baver sur, le design d'une pièce, conçue par un collègue ingénieur pour révolutionner un truc que toi, commun du mortel, tu comprends pas pourquoi et tu comprends pas ce qu'ils te montrent. Et effectivement, c'est peu des Labubu et c'est peu des Pokémon. Donc ça c'est vrai, Bah, déjà parce qu'il y a pas et de je pense trucs que c'est ce qui multicolores. explique un peu la différence. Et donc il y a ce casting de communauté et donc est-ce que Prusa est l'imprimante pour les ingénieurs et Bambou, en tout cas, quand on parle de bambou, moi je parle des bambous, accessibles, entrée de gamme, hein, parce que je parle pas de bambou je suis pas La occupé de dire FSS. qu'avec bambou, tu sais pas imprimer des pièces techniques et que des ingénieurs peuvent pas utiliser des bambous, hein. C'est pas ça que je suis occupé de dire. Je pense que, C'est une autre Bambou a dans clientèle. sa gamme des propositions sérieuses de machines qui permettent, mais sur une P1P ou sur une A1, globalement, je pense qu'il y a plus de gens qui impriment du ludique que du technique. Voilà. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai revendu une Bamboo Lab, le client qui venait, je lui fais: «C'est pour imprimer quoi?» Il fait: «Je sais pas». Il voulait une machine. Il sait pas qu'est-ce qu'il avait en foutre. C'est vrai que les gens qui achètent ou qui achetaient du moins, et pareil, ça n'a pas changé, qui achètent des Prusa, il y a un vrai besoin. C'est: «Bah, je modélise, je fais du SolidWorks, je fais du Fusion, j'ai besoin d'un truc, j'ai une machine qui vient de tomber en panne et je veux acheter une Prusa». Mais à chaque fois que c'est une Bambou, c'est: «Je veux une Bambou». Le mec, il dit: «Bah, c'est ma première machine, j'ai vu ça partout. J'ai même une boîte d'informatique à côté de chez moi qui vend des bambous à 1 et du filament maintenant». Même eux, ils se sont mis à l'impression 3D, mais que de la bambou à 1. Forcément, tu prends pas le risque d'envoyer une machine compliquée si on a un Oui, mec qui vient pleurer. je comprends cette logique aussi liée à la démocratisation, tu sais? Moi, par exemple, du drone, ça m'intéressait pas il y a 3 ans, 4 ans parce que bon, voilà, Fallait c'est du temps, quoi. compliqué.
et puis là, je me suis acheté, le DJI Neo, qui fonctionne tout seul parce qu'il me demande pas d'être doué pour pouvoir l'utiliser Ouais. et j'arrive à avoir des trucs un peu chouettes et je l'utilise jamais, hein, et je n'avais pas de cas d'u enfin si, je l'ai utilisé pour une vidéo sur, ma tondeuse robot. Oui, c'est la seule fois que je l'ai utilisé, oui, parce qu'en plus chez moi, dès que tu fais monter ton drone à 15 centimètres, tu as les voisins qui pleurent donc voilà, mais donc tout ça pour dire qu'effectivement, moi, j'ai été dans cette logique avec le drone. J'avais pas de cas d'usage. Je me suis dit: «Ça a l'air sympa, ça fonctionne bien, je suis curieux, je veux tester et peut-être qu'un jour j'en aurai besoin» et puis, il y avait, les Amazon Prime Day donc je me suis, commandé un DJI Neo un jour d'Amazon Prime Day en me disant: «Bon, allez, pourquoi pas?» C'est vrai que les Je drones pense que DJI, ça peut ça pourrait, t'expliquer. ça pourrait aussi m'intéresser de faire des vidéos dessus parce que moi j'en ai eu 3, mais je l'utilise pas par chez moi, donc je suis obligé d'aller chez les grands-parents qui ont un grand terrain. C'est vrai que c'est une machine, on sent que Bambu Lab effectivement a cette espèce d'ADN DJI derrière, même au niveau de nos caméras et de nos micros. Je sais pas si tu as les micros DJI, mais moi je trouve que c'est une dinguerie, à chaque fois ce qu'ils sortent. Je veux leur putain de robot aspirateur. La DJI, bah, j'ai le DJI Mic 3 qui va avec mon Osmo Pocket 3, mais c'est pas celui que j'utilise. Je l'utilise que quand j'utilise, l'Osmo Pocket. Moi, j'utilise, des micros Rode, mais bon, ça on est, sur, la même logique. J'ai les Wireless Pro de Rode, je crois, Ouais, mais moi je sais pas m'en servir des DJ, des Rode. C'est les premiers que j'ai eu, je sais pas, j'arrive pas à avoir des bons résultats de son moi, il y a toujours de l'écho. Alors que c'est vrai que le ouais. DJI c'est pareil, je le mets, oh! Ça marche tout seul, il y a pas d'écho, il y a pas de bruit de fond, on n'entend pas le bruit qui arrive derrière, j'appuie sur rien. Alors que Rode, ouais, il Et faut puis j'ai arriver l'impédance, la fréquence, le +2, attention, faut faire un retour son 1-2, 1-2. Ta grand-mère en fait. Maintenant pour les ingénieurs son, c'est une dinguerie. Pour moi qui suis une merde, c'est pas terrible. OK, encore on a fait une parenthèse. Alors, suivant, la casse. ah, tiens, mais faut que je réagisse parce que les gens, ils vont se dire: «Thierry ne n'infirme pas le fait qu'ils ont dit qu'il est une merde». Non, mais Donc n'affirme pas. non, tu n'es pas une merde, enfin Eddy, te dévalorise pas. Tu es juste un mariole qui filme devant la caméra, des Pas beaucoup mieux. je réagis à un commentaire, qu'on a vu tous les 2, dans laquelle ta charmante épouse, n'a pas su s'empêcher de réagir ou c'est toi, je sais C'est plus. moi. Alors Heu, cela dit, il m'a envoyé un MP, il m'a dit que c'était pas ciblé sur moi, que c'était ciblé sur quelqu'un d'autre, il m'a envoyé le truc. Ah Tom, c'est Tom, moi si tu passes par là le et que tu lis les mariole? commentaires, Tom, je t'en veux pas. Mais c'est vrai que j'ai cru que tu parlais de moi. C'est moi le quelqu'un d'autre? Non, ah non, 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 je te préviens, j'avais pas prévu de faire des cuts dans cette vidéo. Non, non, c'était un de ses haters à lui, hein. Mais j'avoue, Tom, hein, si tu m'entends aussi au passage, j'ai aussi cru que tu parlais d'Isidon. Mais OK, bon, ben hein. merci. Bah, ouais, mais en fait, j'en parlais avec Jean-Yves après en disant: «Ils sont quand même méchants avec Eddy, hein». Bon, on sait que les Bambou Lab ont tendance à attirer de toute façon la jalousie des autres. Nous-mêmes, il nous est arrivé quand on a vu une vidéo Bambou Lab de quelqu'un qu'on estimait perfectible de rouspéter un petit peu. Donc maintenant, je suis rentré, pour la X2D, je suis rentré dans cette case, hein. J'ai eu cette chance d'avoir une machine en avant-première. Bah, je sais que ça peut agacer quand des gens disent. J'ai eu un connard qui m'a fait chier parce que j'ai dit que j'avais pas assemblé l'accord OnePlus moi-même. Donc imagine de l'autre côté pour la X2D, quoi. Ah, mais moi j'aurais été à la place des Titans, j'aurais fait mieux mon boulot, tout ça. Alors, à noter que c'est comme ça que je suis devenu youtubeur. Je voyais des gens parler d'impression résine et j'ai dit, bon, si c'est pour faire ça, je peux le faire, hein. Bah, bilan, je peux le faire, hein. Donc, ces gens-là, ils ont qu'à le faire. Bah, oui, oui, je pense qu'il faut encourager tous les gens qui pensent pouvoir apporter et ils ont peut-être raison, hein, mais qui pensent pouvoir apporter autre chose, qui correspond plus à leur profil, à se lancer. Ça permet d'augmenter l'offre de contenu disponible, Ouais, et puis ils vont se rendre compte au bout d'un an ou deux. Comme je dis, moi, j'en ai parlé dans une longue vidéo que j'étais le premier très sévère, par exemple, avec les frères Poulain sur leur revue. Donc, putain, c'est ça, c'est ça. Mais au final, tu te rends compte que c'est des voies tellement de travail. Surtout quand tu bosses à côté, alors eux, je sais pas si c'est le cas, et que tu dois sortir la vidéo dans un certain timing à des fréquences fixes, bah il y a des fois où c'est forcément imparfait, quoi. Il y a des lapsus, il y a des trucs qu'on aurait pu dire qu'on a oublié, il y a des paragraphes qu'on a sautés. Donc c'est humain. C'est humain. On n'est pas non plus des. Enfin, je veux dire, je suis pas le client des abonnés, je suis pas le salarié des abonnés. C'est pour ça quand tu as des mecs qui te mettent un commentaire, ta vidéo elle aurait dû être comme ci, comme ça, comme ça. Bah non, en fait, t'es pas mon prof, t'es pas en train de noter mon exposé. Mais bon, je pense qu'il faut mettre un pied dans cet univers de créateur de contenu pour avoir cette vision et peut-être être un petit peu plus tolérant sur les imperfections, parce que je pense que c'est normal de faire des imperfections dans tout travail déjà de base, et surtout quand c'est un travail qu'on ne veut pas faire passer en priorité, parce que ça rapporte pas assez d'oseille. Voilà. et je pense que c'est tout le paradoxe, des gens, ils vont glorifier ton authenticité, ton côté spontané, le fait que en t'écoutant,
on a la vue enfin, une vue d'expérience utilisateur, oui, avec une spontanéité qui fait que ils y ont dit, «Ah putain, mais c'est de la merde, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça avec le cul». On sait que, mais globalement, on est face à un point compliqué, et ça crée de l'authenticité, et à côté de ça, ils vont te reprocher cette authenticité et ils vont peut-être valoriser un discours policé de certains youtubeurs ou youtubeuses qu'on ne va pas citer, La que nouvelle école, où ils pardon. mais qui ont un contenu hyper policé, hyper travaillé, mais où tu vois il y a aucune authenticité. Ils ont écrit un script, ils ont passé dans ChatGPT: «Est-ce que ça détruit pas assez la marque? Est-ce que la marque va être, toujours contente avec moi?» Le script est réécrit, par ChatGPT qui en gros, malaxe un peu les boules de la marque et puis, et puis c'est dit comme ça sans humain derrière, en fait. Moi, c'est un contenu personnellement que je trouve insupportable et je préfère, même si enfin, tout le monde qui sait qu'on s'apprécie beaucoup, heu, mais typiquement, tu serais pas le genre de youtubeur que je regarderais à la base, hein, à cause de la forme, le côté un peu hyperactif, un peu machin et compagnie. Mais j'ai perçu chez toi une authenticité, un vrai, une volonté d'être dans le vrai, avec le truc de se dire: «Bah, au pire, la marque me fera la gueule et puis c'est comme ça». Allez, on se met entre Heu les 2 ou 3. et heu et c'est ce qui fait que moi j'apprécie ton contenu pour ça, pour cette authenticité. Même si des fois, je me dis: «Tu un peu vulgaire là, sur ce coup-là». Ouais, faut que j'arrête d'être vulgaire, ça casse les couilles à tout le monde. Voilà. Ah bah, c'est sûr Mais que c'est donc, l'authenticité prévue. Ouais, bah, après comment on peut pas plaire à tout le monde et c'est vrai que moi, bah, tu le sais, hein, derrière la caméra, je suis comme je suis en vrai. Si j'ai envie de dire merde, je dis merde. Si j'ai envie de me gratter les couilles, je me gratte les couilles, hein, c'est bon voilà, donc j'ai encore fait ma pause vulgarité. On continue un peu les j'espère que tu coches la case COPPA, quand tu cherches tes vidéos YouTube, hein, si tu te grattes les couilles. Tu vois, celle où tu te dis, «Ce contenu n'est pas destiné aux enfants». oui, alors ça déjà c'est sûr, mais surtout que maintenant depuis quelque temps alors à noter que je me suis rendu compte que quand je coche qu'il y a des gros mots, dans ma vidéo YouTube, l'algorithme me le fait monter plus vite. Parce que je pense que ça doit se proposer effectivement à un public un peu, alors soit on va dire Jean-Marie Bigard, soit chez Chounet pour ceux qui suivent le jeu vidéo, qui veulent un truc un peu qui sort un peu des codes, je pense. Et des C'est fois vrai, justement on me dit, «Putain j'ai dit à ma fille d'aller se coucher et là il y avait rien». D'accord. Allez, commentaire suivant. La Casta Castafiore. Pour avoir eu une MK3S Plus, je connais un peu. Prusa, c'est fiable. Et si c'est comme la MK3, tu peux reprendre des pièces, tu peux faire ta maintenance toi-même. Donc c'est un peu ce qu'on disait sur les pièces imprimées en 3D. Par contre, je suis passé de ma MK3S à une Bamboo A1. Et comment dire, bah, je suis passé à une multicolore avec une application pour tel qui fait énormément de choses, un slicer dédié qui est un repack de Orca, un calibrage full auto où on fait rien, des détections auto de bobine, des adaptations de paramètres de print automatiquement. Je regrette pas du tout, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Mais Prusa, ça reste bien, fiable, tu peux réparer ta machine toi-même, mais c'est pas facile à utiliser, c'est pas user-friendly le commentaire exact. Le calibrage n'est pas forcément full auto comparé à la concurrence, pas de présence d'options comme la caméra ou autre, que toutes font, et surtout pour le prix, pour une Prusa, tu peux avoir deux trois autres machines tout aussi bien, voire mieux niveau options. alors oui, mais je pense qu'il y a par contre une exagération au niveau du nombre de machines que tu peux avoir pour une Prusa, qui font tout aussi bien. Ah bah une A1 Parce que mini, tu peux en avoir 3 ou 4, ouais. ouais, mais j'arrive quand même pas à me dire qu'une A1 Mini fait tout aussi bien qu'une Core One. Non mais qu'une MK3, Qu'une MK3, oui, mais la MK3, elle est c'est pas la même vieille, époque. donc Ouais. c'est pas la même époque. Donc si tu com ou qu'une MK4S. Parce que oui, on revient à ce qu'on disait. Peut-être que pour certains usages que toutes vont faire pour imprimer des pièces assez basiques, du PLA et tout ça, oui, certainement, tu peux acheter, 3 ou 4 A1 pour le prix d'une MK4S. Mais, pour certains usages plus spécifiques ou certains matériaux, tu vas peut-être être limité avec ta A1, et puis surtout, peut-être que si tu fais de la productivité vraiment, OK, tu peux acheter 4 4 A1, mais ta MK4S, elle va tourner 24 heures sur 24 pendant 4 ans et de temps en temps, tu imprimeras une pièce pour faire, un truc. Alors que, ta bambou, beh, tu achèteras 4 fois 4 bambous sur la même période, donc 16. Donc le prix sera peut-être un peu, différent. Mais bon, à voir, je suis d'accord avec son commentaire, mais je pense que des fois,
je serais plus à l'aise de comparer, par exemple, la Core One avec, la X1C, par exemple, ou, voilà. Ouais, mais ça, c'est justement ce qui m'a été un petit peu reproché de comparer ces 2 machines. Mais c'est vrai que si on prend le cas dans l'autre sens, j'ai une X1 carbone et j'ai une Kiddy +4 qui au final ne sont pas très espacées. Bah, la Kiddy +4 outre effectivement bah, en fait non, la Kiddy +4 pour moi elle est supérieure à la X1 carbone, déjà sur le papier en termes de au niveau technique. Elle est plus Beh, grosse, elle moins a ancienne chauffée, elle a 3 ans de différence aussi, mais autant que ça? fondamentalement, la +4 et la X1, c'est 3 ans de différence. Ouais, mais disons que la H2S n'existait pas encore à ce moment-là. Maintenant, la H2S est supérieure sur le papier, du moins, même pas sur tous les points, mais sur le papier, à la Kiddy +4. Mais même si demain je dis: «Ah ben j'ai une A1 et j'ai acheté une Core One Plus», bah, j'ai trouvé la Core One Plus supérieure, c'est sûr. Et là, c'est pour ça, la MK3S qu'il avait, effectivement, la comparer avec une A1. Par contre, la MK4S, la comparer avec une A1, surtout que la MK4S, elle coûtait 900 balles quand même. Si tu as besoin d'une bagnole pour aller, déposer tes gosses à l'école et aller à la boulangerie, Tu prends une brouette. je sais pas moi, une une Peugeot 107, c'est cool, tu vois? Alors 107 oui, 1007 non. Ma femme, elle avait ça pendant 3 ans, n'achetait pas ces machines. Mmh. Mais si, tu es un VRP et que tu fais, 15 000 kilomètres par an, 15 000 kilomètres par mois avec, du matos dans le coffre et qu'il te faut de l'espace, tu as 107, voilà. Donc, encore une question de cas d'usage. Par contre, si tu as acheté une 5007 pour faire ça, ben, peut-être que c'est mieux, hein, mais c'est beaucoup de sous si elle te sert uniquement à aller déposer tes gosses à l'école et aller chercher ton pain. Donc, voilà, cas d'usage encore une fois, hein. Ouais, tu as un avis sur les plateaux de chez Prusa? Parce que là, j'ai un commentaire qui en parle. C'est vrai que sur le kit Core One que j'ai eu un 1er plateau et sur la machine finie définitive, j'en ai eu un autre et j'ai trouvé complètement fou le plateau qu'ils m'ont fourni là. Plateau bien lisse où tu as une première couche qui tu touches Mmh. derrière, tu as l'impression que c'est du verre. Ouais, ouais, moi je trouve que le résultat du smooth est vraiment cool, moi j'utilise principalement, le satin et le smooth, qui Ouais, sont les 2. Alors il il y en a un autre, je me fais apporter un café. comme c'est gentil. J'allais dire, j'ai peur que tu cutes pas ce que j'allais dire comme connerie, alors j'ai pas dit la Ah, connerie. je cutterai rien, je laisse tout que dans son jus. Par contre, je sais pas si tu as vu, mais moi maintenant j'ai acheté les CryoGrip de BQ pour mes Prusa. Ah non, j'ai pas Non vu. pas du non pas du tout pour le côté, parce que je pense que CryoGrip, c'est bien quand tu as du mal à faire adhérer au plateau, hein. Parce que personnellement, alors ils utilisent l'argument de dire: «Vous pouvez imprimer avec 5 degrés de moins, donc vous gagnez en énergie». Je pense que ça peut être bien pour une ferme, hein, puisque quand tu multiplies les choses, mettons 5 degrés de moins, c'est quand même super marginal. Moi, personnellement, ce que je fais, je modifie pas mes, températures d'impression parce que j'ai foutu un CryoGrip, hein, Sur toutes les machines? ouais, Parce que sur, donc j'en ai un sur la H2D, c'est vrai que je me suis fait un profil exprès, 20 degrés de moins je crois de mémoire sur le plateau, pour le PLA, uniquement pour le PLA. J'imprime Donc à 37 mais par contre, moi, j'ai acheté le BQ Cryo Grip orange juste parce que pour la gueule de la machine avec un plateau orange, voilà. ah! Putain, moi j'ai vu qu'ils vendaient des kits pour ranger le filament, je vais faire une connerie. Je vais en acheter 3 là, je vais déménager mon local, j'ai pas envie de refaire des trous dans les murs et tout pour ranger mon Tu parles filament. quoi? De kit, tu parles de quoi? De BQ Ouais, ou? BQ, ils ont sorti, tu sais, c'est un meuble de rangement de filament. Bah, du Ah coup, ouais, on va ouais, mettre ouais. sur autre chose, mais Il y a aussi, je suis censé en recevoir un, j'ai vu que Tom Bazement aussi, donc toi, il faut peut-être que tu grattes si tu l'as pas ah, eu, mais Inslogic Sunnu qui sort leur armoire, pour, 8 ou 10 filaments, qui a à la fois stockage et puis, des hydrateurs. ah, ça ressemble un peu à ce que Mathieu, il avait acheté au Formnext 2024, non? Sur le papier? Ouais, c'est un truc qui s'appelle cabinet, je crois, ou un truc comme Ah bah, ça, putain, avec un nom pareil, on va se faire chier. c'est c'est de la traduction anglaise évidemment, hein. C'est un peu comme une cave à vin, je crois que c'est Tom Bazman qui avait dit ça, c'est un peu comme une cave à vin, pour tes filaments, qui maintient à température et qui, sauf que Ouais, nous, ouais, ça je vais fait peut-être le faire un mois regarder. que la poste est en grève chez nous et qu'il y a plus rien qui est livré chez moi. Le truc, c'est que Sunlow et Logic, ça fait des mois, voire peut-être des années que je leur dis que je ferai plus de vidéos sur leurs produits, mais que je les incorporerai dans une vidéo et ils m'envoient que des trucs pas chers. Le flemme de faire des vidéos sur des dryers, sur ce genre de choses, je sais pas m'en servir correctement, je m'en sers jamais. Donc, je le mets pour dire, regardez, j'ai utilisé un dryer, mais en vrai, j'en ai jamais eu besoin. Et après, je me fais engueuler. Le PVA, faut le mettre dans un dryer. Bah pourquoi? Il se passe quoi? Sinon, ça a marché là sans le dryer. Ça, c'est une question. Alors moi, je dois tester des accessoires pour la Core One. Là, j'ai reçu les Drybox de chez Prusa pour permettre, que
tu mets, tu vois, sur le côté à la place du support de bobine, tu le mets dedans, ce qui te permet de c'est passif, hein, tu vois? C'est vraiment une boîte en plastique, c'est un petit accessoire pas cher. On n'est pas sur quelque chose d'actif qui va déshydrater le filament, mais ça te permet, quand tu utilises du filament technique ou que tu imprimes dans un environnement humide, hein, bon, en général, on conseille pas la salle de bain, mais on sait jamais, hein, de garder quand même ta bobine moins exposée à l'humidité qu'il va y avoir en cours d'impression. Parce que ça, c'est quand tu fais des longs prints et que ton filament a le temps de bien se charger et que sur la fin tout devient dégueu parce qu'en fait, même si tu l'as déshydraté au début de ton, print et tu l'as dit, on parle enfin, c'est nécessaire sur des filaments techniques qui sont très sensibles à l'humidité. Je crois que la plupart des PLA, tu peux, faire toute ton impression sans problème, voilà donc La première fois que j'ai testé un dryer, c'était chez Sunmu, j'ai foutu une bobine 3 jours dans la piscine. Je l'ai récupéré, j'ai imprimé avec, j'ai les mêmes résultats, dryer sans dryer. C'est là que j'ai dit: «Bon, mauvais exemple». On va être contente la marque: «Regardez, on va voir la différence maintenant avec un filament mouillé». Eh ben, il y en a pas. Après il y a effectivement mais des filaments différents, mais c'est vrai que le PLA, bon, moi mais ça me fait le même pas PL le chier à PLA avoir des filaments sous vide. il est globalement moins sensible à l'humidité. Je ne dis pas qu'il est pas sensible, mais il est globalement moins sensible. Par exemple, rien que du PETG. Le Ouais. PETG est un filament qui est très sensible à l'humidité. Tous ces filaments qui, à la fin, permettent de stocker un peu l'eau, sont très sensibles à l'humidité avant la préparation. Bon, elle ramène ce café là, j'ai soif, hein. Ouais, je crois qu'elle est en train de le boire. Allez, commentaire suivant. À quelle heure tu dois filer, Thierry, que je te garde pas parce qu'on n'avance pas vite là sur les commentaires? Ben, oh, je dois filer, vers 12:00-12:15, parce que finalement mon fils doit être à 2 heures à l'école. Oui, parce que pour le Vie ma vie, Eddy m'a demandé de venir filmer ce matin, mais on a la fête de l'école de mon fils, alors, j'étais un peu chaud question horaire. Et c'est Mais, gentil donc d'être on a encore un peu de temps. Allez, commentaire suivant. J'ai acheté une Prusa MK3 en kit en 2017 et elle tourne toujours parfaitement. 2017, ça fait presque 10 ans quand même. J'ai eu des soucis de novice au début, mais le support de Prusa était à l'écoute avec des échanges en direct et pas une seule fois une réponse automatique. J'ai fait des petites améliorations avec le temps, 2 upgrades firmware et les slicers firmware se sont bonifiés. Le seul problème, c'est qu'elle ne me donne pas de raison de la remplacer. Puis après, il me dit un truc sur Harley Davidson et que effectivement, il est d'accord avec cette comparaison. Bah là, on a un commentaire qui est très très positif sur Prusa, 10 ans à imprimer avec. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup de moi, je remarque, la seule vraie différence que tu vas avoir sur une machine d'il y a 10 ans par rapport à une machine de maintenant, si elle est bien réglée et tout ça, c'est la vitesse d'impression. Mmh. Alors parce qu'une machine qui fonctionne bien, je parle pas d'ergonomie, hein, je parle vraiment de Sidewinder X2. ouais, je parle pas d'ergonomie, je parle vraiment de son processus de base imprimé. Tu prends un STL de maintenant sur une MK3 qui est bien réglée, elle va sortir propre. On va pas dire: «Bah, tiens, maintenant tu as des STL qui nécessitent des fonctions qui sont pas gérées par des imprimantes qui ont 8 ans». Tu vois? Ça existe pas. Par contre, elle va être lente ou elle va être plus lente. Et cette course à la vitesse dessert beaucoup de gens, par exemple. Moi, je suis très protecteur par rapport à ça. Alors je dis pas, hein, pas, 30, millimètres par seconde, hein, mais je suis quelqu'un qui imprime vraiment pas vite parce que de manière générale, imprimer vite, c'est néfaste pour la qualité de ton impression. Heu, J'en profite. c'est des fois aussi avec les filaments techniques, c'est néfaste pour, c'est moins vrai avec le PLA, mais pour la liaison intercouche et donc pour la solidité d'une pièce. Par moment, si tu imprimes trop vite, la liaison intercouche peut être un peu moins bonne et donc la pièce, d'un point de vue technique, peut être moins bonne, également, pour la précision dimensionnelle et donc moi, je connais beaucoup de gens qui sont restés alors ce sont des gens qui faisaient de l'impression il y a 10 ans, hein. C'est pas vraiment vrai pour les gens qui ont commencé maintenant, mais qui, un peu comme moi et je pense, la personne derrière ce commentaire, sont restés très protecteurs avec des machines qui fonctionnent toujours bien, des machines anciennes et ils ne voient pas la valeur ajoutée des machines modernes parce qu'ils maîtrisent des processus avec le slicer et tout ça qu'ils n'ont pas besoin des aides qu'offrent les machines actuelles et que la seule différence qu'ils auraient, c'est qu'ils pourraient aller un peu plus vite, qu'ils ne feraient quand même pas vraiment parce que, ils n'ont pas confiance à imprimer à 500 millimètres cube par se à 500 millimètres par seconde parce que, de toute façon, ils ont pas envie d'un impact sur la qualité.
Donc voilà. C'est vrai que je pourrais même me servir de cet argument pour continuer mon amalgame avec Harley-Davidson, hein. Tu as une vieille moto d'il y a 10 ans, tu as la nouvelle avec 50 chevaux de plus. Si on oublie cette histoire de kilométrage sur les routes, t'en fous, ça roule bien, c'est fiable, t'en es content, t'as pas besoin d'aller plus vite ou d'avoir plus de couple ou quoi. J'aime bien ma comparaison Harley-Davidson. Le problème, c'est que ça parle qu'aux motards. Ouais. Et puis qu'au motard qui aime bien les Harley Davidson. Moi Oui, c'est vrai que les personnellement Prusa, elle aime pas les Harley, ouais. moi personnellement, je serais plutôt Yamaha si, j'étais, Ah, mais moto. Yamaha, c'est une copie japonaise des autres japonaises, hein. Allez, ah mon cœur. Tiens, elle me regarde, elle est comme ça. Je crois qu'elle va accoucher. T'as les contractions. En 2 mots. J'ai certains commentaires, c'est les contractions, ils ont envie de tracter les cons. Alors bonjour, cela fait 1 an que j'ai la C1, un véritable bonheur de tranquillité. Lorsque l'on commence à maîtriser Prusa Slicer, tu ne regrettes pas tes investissements. Oui au pluriel, car si tu ajoutes la caméra, la filtration, une buse de qualité, de la passer en C1+, d'acheter les informations, etc., tu peux t'acheter un spa. Non, ça il a pas écrit. D'acheter les formations, etc. De plus, son look est extra. D'ailleurs, le plus drôle avec ma Prusa, qui a une place discrète dans la salle à manger, c'est qu'elle a été prise pour une cave à vin par une personne qui connaissait pas mon hobby. C'est rigolo ça, une cave à vin. Cela dit, la Prusa Core One L en bois, je m'étais La positionné pour l'acheter, hein. la signature edition, ouais. Ouais, je m'étais positionné pour l'acheter, j'ai dit à 3000 balles, je l'achète. Ils m'ont envoyé le devis, c'était plus de 6000 euros. J'ai dit, bon, ben, j'achète pas. Parce que derrière, à 6000 euros, le truc, boum. Mais c'est Ouais. le genre de truc, j'ai 50 000 euros sur le compte que je sais pas quoi foutre. Ah ouais, je fous. C'est la UGG des imprimantes 3D, la paire de chaussures, que tu mets juste pour montrer que tu as des UGG et qu'elles coûtent cher, mais qui fondamentalement, Ouais, c'est ça, mais tu vois, bah, d'ailleurs, je retourne sur cet amalgame de motos. Tu vois, c'est ce que fait Harley Davidson. Les motos signature, t'en as 500 exemplaires, 50 000 à 100 000 euros pour avoir une moto qui, sur le papier, elle est la même que l'autre, mais elle a un petit truc en plus. Et il y a des gens qui vont après l'acheter. voilà, mais, elle est magnifique cette imprimante, Ah, elle hein, est magnifique. si j'avais les moyens de me la payer parce que non, hein, je ne suis pas un influenceur assez populaire que pour, pouvoir en recevoir une, quoique ça fait moi, il y a une imprimante qui est le rêve des ingénieurs chez Prusa, hein, c'est la HT90. Ah putain, qui coûte 15 000 euros. Putain, j'ai gratté Prusa tout ce que je pouvais, Théo, s'il voit cette vidéo, il verra. Je crois qu'il y a pas une fois où je lui envoie pas un message en disant, des fois, on est sur un projet et il me dit, «Ouais, fais-moi la liste de ce que tu as besoin pour le projet», comme par exemple ici le Terminator. Et puis j'envoyais, il me faut X, kilos de filament machin, X kilos et puis dans les lignes, je mettais une HT90 et puis, et chaque fois qu'on parle, je crois que je mets la phrase, «Et c'est quand que vous m'envoyez la HT90?» Et c'est voilà, mais non, je l'aurai jamais, hein, quand même, mais mais ouais, les et la signature Hawk, ouais, elle est splendide Très, cette, très belle, ouais. Ce genre de et en plus, c'est vrai que je me permettrais pas d'acheter une belle machine très, très chère chez une autre marque que Prusa, parce que Prusa, vu comme, certains commentaires disent: «Ça fait 10 ans qu'elle est là, qu'elle bouge pas», te dis ta machine, tu la laisses dans ton salon pendant 10 ans, tu vas pas aller la démonter pour, intervenir sur quelque chose ou pour la changer ou elle va pas décoter très facilement, je pense. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si on peut pas la revendre plus cher une fois qu'on l'a payée. Du coup, cet argument aurait pu me faire passer en me disant: «Ouais, mais elle va prendre de la valeur». c'est possible, que ça prenne de la valeur. Alors la L peut-être, sauf s'ils sortent la XL. Là, on est dans la merde. OK pour ça, on a un commentaire de Monsieur Magounet. Je dois reconnaître que je suis un peu jaloux pour une fois mon copain. Voici une marque que j'ai jamais eu la chance de tester. La Core One ou la Core One L équipée du kit InDX me semble être ce qui semble être le plus prometteur. Donc effectivement, il semble d'accord avec toi sur ce que tu as dit tout à l'heure, que ça a l'air d'être la solution la plus sensée. Je crois que tu avais dit un truc comme ça. Ouais, Et ben on attend qu'on nous moi l'envoie. d'accord avec monsieur Magounet, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pingrerie de la part de Prusa. Il y a la caméra, il y a une buse durcie, il y a un accéléromètre. Non, il n'y a pas de buse durcie, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'accéléromètre. Je la mets au défi sur des géométries de pièces compliquées, puis elle répond présent. Ah, alors du coup, attends, ça c'est bien du coup. En Plus je fait, la il mets a au un défi, commentaire plus elle répond présent. Ah, mais du coup, oui, il a un commentaire, nuancé. Il dit que la machine est excellente d'un point de vue, de son usage et de la précision dimensionnelle, mais qu'effectivement l'emballage est un peu radin chez Prusa, en matière d'accessoires. ouais, donc globalement c'est ça. Donc il en est effectivement pingrerie, caméra, bus durcie, accéléromètre. Mais apparemment, j'imagine qu'il en a une. Lui qui dit je la mets au défi sur des géométries de pièces compliquées, plus elle répond présent. Elle gagne tranquillement sa place dans l'atelier chaque jour un peu plus par le résultat. On est sur une approche vraiment totalement différente du reste du marché, c'est quasi philosophique. J'ai du mal avec la virulence contre Prusa que je peux lire parfois sur des gens qui n'en ont jamais eu. Après, chacun est libre de penser, disposer de sa propre logique d'argumentation. Moi, j'étais comme ça avant de recevoir la Core One et de m'en servir. Je comprenais pas ces machines et je n'étais pas le client. Voilà, j'étais un peu comme, surtout dans ces derniers temps où j'ai plus trop le temps, ça aurait été il y a
4, 5, 6 ans, ça aurait peut-être été différent. Mais là, je peux avoir une machine 3 fois moins chère qui proposera du multicolore. Pour imprimer mes pièces, ça va, mais effectivement, je suis de moins en moins intéressé par le processus. Je veux ma machine, j'envoie la pièce le matin, je la récupère le soir. Parce que maintenant, j'ai plein de machines. Ce qui n'était pas du tout le cas au début. Ma première Ender, j'étais content de la réparer tous les soirs et presque c'était une fierté. Tous les soirs, il faut réparer la machine, je dis. Donc, encore quelqu'un qui en est très content. C'est vrai que j'ai trouvé j'ai pas fait de test très poussé pour le vérifier. Ces espèces de surplomb qu'on peut imprimer sur plus de 75 degrés sans support. J'ai vu des pièces printable où il y a marqué d'imprimer sans support. J'ai vu la pièce, j'ai dit ça sans support, j'y crois pas un instant. Et la pièce, elle est sortie sans support. Et sans aucun défaut. Et je pense que c'est la force, et on se rend pas compte en quel point en productivité ça change tout. Si tu peux imprimer proprement, sans marque de support, sans surplomb dégueulasse, sans temps perdu parce que tu as dû mettre des supports et que, les supports ça fait perdre du temps, c'est cool et Fermez la porte. effectivement, Je crois que ma femme, elle était allée chier. on disait à propos de la L'authenticité. finesse que tu peux avoir des fois sur ta chaîne. Je pense que les gens qui sont capables d'apprécier ça parce qu'ils sont dans de la productivité, ou parce qu'ils sont dans et c'est sûr que si tu imprimes 1 fois par semaine un truc et que tu en as rien à foutre que ça prenne 20 minutes de plus parce que tu as mis des supports, OK, voilà. Alors, commentaire suivant, je retiens juste, quand tu parles des japonaises, vous êtes dedans, vous êtes pas dedans. Ah, c'est de toi celui-là, on le sait. Là, c'est un commentaire sur les motos de Pierre Julien. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, il y a des commentaires très très gentils auxquels je répondrai, mais pour pas que la vidéo dure 15 ans, je les cite pas. Alors, ACR Workshop, j'ai eu une MK3S au boulot en 2021. J'avais à ce moment-là seulement une Ender 3 à la maison, donc forcément, je réussissais tous mes prints au boulot. Bon, sûr de passer de la MK3 de l'Ender 3 à une Prusa. Et je galérais à faire les miens à la maison sur ma Ender 3 alors qu'au boulot ça marchait bien. Donc d'office dans ma tête, Prusa était le top. Alors quand j'ai pu, j'ai acheté une MK4 que j'ai toujours avec son MMU3 que je préfère utiliser à la place de ma K2+, qui a toujours un P de travers, soit au niveau de l'extrudeur, soit au niveau des CFS. Et la deuxième que j'utilise le plus, c'est la A1 Mini et son AMS car j'ai jamais eu de problème avec. Et un argument qui finalement est devenu important pour moi aujourd'hui, c'est que c'est fait en Europe. Donc voilà, donc globalement, quelqu'un qui... C'est vrai qu'on peut être fan de Prusa et toujours avoir des machines d'autres marques à côté et être content des deux, après tout. On peut avoir une Harley et une japonaise. Voilà, Ouais. exactement. Tu as ton Harley qui est toujours en cours de démontage, tu as le carter qui est retiré que tu dois nettoyer, tu as 1 million de trucs dans ton atelier et tu vas faire tes courses avec ta japonaise. Ouais. D'ailleurs, ne détenez jamais une japonaise, on est contre l'esclavage. Ah pardon, on parlait des motos. Va faire tes courses avec ta japonaise. Parle de ma femme, là. Elle est pas du tout japonaise. Je vais peut-être le couper, ça, par contre. Celle-là, Oui, délit. c'est un peu Ah, bon, écoute, bad buzz is buzz. Hein. Tu peux monter l'algorithme Je me rappellerai toujours du mec qui dit faut pas dire chinoiserie, c'est raciste. Il faut jamais dire que c'est raciste, c'est casse-couille. Alors, pour la première imprimante, je partirai sur une Prusa pour 2 raisons. Un, je ne donne pas mon pognon à des pays hors UE dans la mesure du possible. Et puis Dagoma n'existe plus. Bon, on va oublier cette histoire de Dagoma parce que c'est effectivement le truc qui explose complètement cet argument. Mais effectivement, l'argument des pays hors UE dans la mesure du possible, c'est un peu ce que tu disais sur acheter local, tout ça. Et je ne donne pas mes infos à Big Jing Bing Bing de bambou. Et d'une manière générale, éviter les produits qui ont besoin d'être connectés pour fonctionner. C'est vrai que ça, c'est un argument qu'on entend souvent. La bambou, le cloud obligatoire, l'absence d'RJ45, nanana, ça se tient. Bon, en vrai, après, je suis sûr que le gars, il a un smartphone qui, de toute façon, est soit chinois, soit Apple qui vont aussi les donner, c'est pareil. Ou peut-être pas. Bah, Cédric, si tu vois cette vidéo, bah, dis-nous, c'est quoi ton smartphone? C'est quoi ta bagnole? Une Peugeot? Alors, je crois, c'est peut-être naïf, mais je pense quand même que Apple est beaucoup plus strict avec les données que Ouais, mais vu que maintenant il y a Donald Trump aux États-Unis, je suis pas rassuré pour autant. Bon, on va dériver, on va glisser là. C'est vrai qu'on a confiance au bonhomme en fonction de la tête du type qui dit les conneries à la télé pour lui. Merde, j'ai fait bugger ma page. Alors, fallait peut-être parler du Index qui arrive en 6 à 8 couleurs pour environ 600 € qu'on peut mettre sur la Core One. J'aurais peut-être dû en parler, oui, mais je savais pas quoi dire à part dire, il va y avoir un truc que je sais pas si c'est bien. Coûte cher. Qui fait que votre machine elle va coûter presque 2000 €, juste sur la Core One L, je sais pas si c'est le même prix. Je sais pas si ça va être facile à poser, et vu comment j'ai été bon pour poser le kit Core One, bah, j'ai pas voulu en parler que pendant 15 ans de ce truc-là. Superbe vidéo, commentaire de Bruno7573, superbe vidéo, redonnant à César ce qui appartient à César. Surtout gardez à l'esprit que c'est grâce à Prusa qu'est née l'impression 3D grand public. Bon, peut-être. Je me souviens de ma première imprimante 3D que j'ai achetée, la Net A8, bon forcément, un calvaire copie de ce que Prusa sortait à l'époque, puis très vite je me suis mis dans un cadre alu, puis imprimer leurs pièces beaucoup plus légères, autant dans le commentaire il est long, beaucoup plus rapide, et ensuite a évolué vers des pièces mécaniques et électroniques clonées, mais fonctionnelles, jusqu'à devenir officiellement une Core One Plus. Putain, c'est pas fini. Des années d'évolution constante, toujours sur la même base. Il en va de même pour le Slicer, aujourd'hui en vente à tout va, Orca ou Bambou, mais ce sont tous des clones de Prusa Slicer. C'est à peu près vrai, mais ça on oublie de plus de le préciser.
Alors oui, Prusa reste et restera le Harley de l'impression 3D, donc apparemment ça lui a plu ce que j'ai dit, et continuera d'évoluer en ce sens. Que de connaissances acquises et que de plaisir à monter ces machines soit même un plus indéniable. Vivement le Index très prometteur et la nouvelle mouture du slicer. Ne pas oublier toutes les évolutions sur les machines récentes, mesh leveling, automatisation des séquences de calibration, et le tout encore et toujours avec ce bon vieux mais toujours aussi fonctionnel et évolutif Marlin, l'esprit des vrais makers. Donc effectivement, sur ce commentaire très très long, on constate un peu ce que tu disais, que c'est quelqu'un qui semble être assez passionné par le processus, qui est content aussi du résultat, et que c'est ça qui lui a donné beaucoup de plaisir. C'est vrai que l'important n'est pas de jouir, c'est de prendre du plaisir pendant l'opération. Oui, exactement. Alors, un jour, donc ici, c'est une anecdote, hein, mais De je quoi suis sur l'opération? je suis assez d'accord avec ça malgré tout. J'ai eu une discussion un jour avec Joseph Prusa, hein, donc j'étais à Prague, j'étais avec Joe Prusa et puis on discutait et on discutait de bambou, de la philosophie, de Prusa, enfin bref, évidemment il défendait Prusa, hein. Le contraire eût été étonnant, mais il me dit: «Tu sais», donc lui, sa logique, il dit: «Oui, c'est vrai que finalement au niveau des résultats, on peut avoir des choses qui sont assez proches». Dire mais notre philosophie à nous, par rapport à la philosophie de Bambou, c'est que nous, on fait des machines qui techniquement sont tellement cohérentes et bonnes qu'on n'a pas besoin de foutre 1 million d'IA pour compenser les merdes que font la machine. Contrairement aux machines chinoises qui ont des trucs qui sont pas super bons d'un point de vue technique, mais qui est compensé par plein d'IA pour compenser les conneries. Alors je ne dis pas que je suis d'accord, hein, je pense qu'il défend sa chapelle, mais je pense que dans une logique, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Tu as très peu d'algorithmes correctifs sur, les Prusa, hein, contrairement à ce que tu vas avoir sur à peu près toutes les machines chinoises. Hem, le débit, adaptatif, la correction des si, ben, bref, tu en as très peu. Par exemple, l'histoire du «bed mesh» entre guillemets, c'est quelque chose qui, beh, en gros, on va avoir des algorithmes qui vont compenser le fait que ton plateau, il est pas droit. Et ça va quand même imprimer. Là où alors il y a quand même une logique un peu comme ça chez Prusa, mais au niveau c'est un peu c'est différent. Il y a pas d'IA derrière tout ça, il y a pas de truc. On a un senseur, un capteur de force qui est une technologie qui fonctionne pour moi mieux que certaines technologies utilisées pour le mesh leveling. Et qui fait que, beh, du coup, tu as pratiquement on avait fait le test avec la MK4, hein, imprimé sur un carton de pizza, ça marche, tu vois? Tu peux imprimer sur ce que tu veux, grâce au capteur de force et à la manière dont la machine est conçue et rigide, ça marchera. Là où, tu vas dépendre beaucoup d'algorithmes et finalement de logiciels et c'est un peu ça, on a mis beaucoup dans le matériel pour éviter besoin d'avoir des logiciels et des firmware qui vont compenser, l'erreur enfin, le manque de fiabilité du matériel. C'est un peu une logique que j'ai, mais pas aussi excessif que lui l'avait présenté, hein, parce que je pense quand même malgré tout que chez Bambou, puisqu'il prenait Bambou comme exemple, il y a du bon matériel, mais peut-être que, le matériel de Prusa est vraiment meilleur, voilà. OK, effectivement, ouais, comme tu dis, c'est possible qu'il se base, il triche moins, on va dire, et c'est ça qui peut être intéressant. Donc on a un commentaire de JD Plomberie qui est, très intéressé par le futur Bondtech Index qui va être top. Peut-être falloir qu'il nous l'envoie un de ces jours. Alors un commentaire de Thierry Gauthier 547, il y a des choses que tu n'as pas dit. Ce sont des machines open source. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Bon nombre de technologies utilisées par tous les constructeurs ont été piquées à Prusa. Aujourd'hui, on le sent quand même. Ma première imprimante neuve a été une MK3S en kit et je l'ai gardée des années. Elle a tourné énormément malgré l'arrivée de la X1 Carbone. J'ai revendu la X1 Carbone pour m'acheter une Prusa XL et j'ai fait évoluer ma MK3S en MK4S, puis depuis peu en Core One. Donc il est 100% Prusa, il en est heureux. Le fait de les monter fait que tu connais parfaitement ta machine. Ils te font des kits d'évolution pour les nouvelles générations. C'est la seule marque à proposer ça. Ce sont des machines pensées pour des fermes d'impression, d'où la barlette qui indique l'état de la machine. Ça, c'est un bon point aussi, j'en ai parlé un peu. Tu n'as pas un Obscure Cloud qui flique tout ce que tu fais, pas d'obsolescence programmée et l'accès au code source du firmware. Autre chose, ça m'est arrivé, je les ai contactés à 3h du matin, j'ai eu quelqu'un disponible. Il y a même un locuteur français au SAV. Certes, elles sont un peu plus chères, mais on s'y retrouve rapidement. Triste de savoir que tu as une Core One blessée chez toi, tu veux de l'aide. Ah bah écoute, s'il est pas loin.
Tu sais que j'allais te dire, si tu veux, envoie-moi ta machine, je te la monte et je te la renvoie, hein. Bah, faut la démonter déjà. Beh, laisse-la comme ça et moi je la répare parce qu'en Bah, gros, tu tu as merdé viendras la une semaine en dernière vacances. fois. Le problème, c'est que j'ai dû en fait, c'est ça qui fait que j'ai surtout arrêté. J'ai dû perdre la moitié des vis en démontant la pièce. Entre-temps, l'établi, il y a d'autres machines qui sont arrivées. C'était quoi? J'ai ouvert la Cobra 3 Max et j'ai perdu la moitié des vis de la Cobra 3 Max aussi, parce qu'il y a plein de vis en double sur cette bon bref. Maintenant, quand il y a de la maintenance maintenant dans mes contrats aux marques, j'ai dit: «Si je dois mettre les mains dans la machine, le test est annulé». C'est tout. Et je l'envoie dès qu'il m'envoie un truc. Plus le temps. Donc ouais, donc effectivement, ça, j'en ai pas parlé sur la machine. C'est des machines open source. Parce que moi, en vrai, à mon niveau, je m'en bats les couilles parce que je vais rien faire de cette open source. Maintenant, il y a des années, effectivement, ça devait avoir un peu plus de valeur. Est-ce que cet argument open source, mais c'est pareil, pour l'utilisateur lambda, je suis pas sûr que ça vaut grand chose. Pour le gros bricoleur, ça a une valeur. C'est pas qu'une question de bricolage, c'est aussi une question de logique de le fait que c'est open source, tu peux garantir qu'il va y avoir toujours quelqu'un qui va voir s'il y a pas un truc qui va pomper tes données. Si la caméra, qui filme ne va pas discrètement envoyer tout en Chine pour, alimenter un modèle d'entraînement d'IA. Si, ce que tu imprimes et qui peut être alors effectivement, quand tu imprimes une pièce ludique, c'est moins le cas, mais si tu es un bureau d'études qui conçoit un prototype, est-ce que ton prototype peut pas être, attrapé quelque part et réutilisé et revendu et réexploité? Et ça, ce sont des préoccupations qui sont importantes, encore une fois, en fonction des cas d'usage, et l'open source permet cette garantie de transparence que ne permet pas, le, propriétaire. Et il le permet pourquoi? Parce que tu auras toujours un gars qui va, mettre son nez dans le code et aller, gueuler sur des forums, sur un Reddit pour dire: c'est quoi, il y a un backdoor dans le code, du truc à ce niveau-là, machin». Et c'est bien, hein, que c'est qu'il y ait ça, c'est bien que ces gens existent, parce que ça crée le débat autour des fois, c'est simplement des choix techniques et un manque d'optimisation, et des fois, c'est, des questions de sécurité. Donc, au-delà simplement du matériel, l'open source est moins pour moi une question de matériel qu'une question de gouvernance de données et de sécurité, de l'information, dans ce cadre-là. Mais par contre, hein, revenons au point, open source, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que demain, tu as, une imprimerie. Je Tu crois qu'elle s'en as est. une marque, tu vois, on parlait du fait que ton imprimante que tu as achetée, je sais pas, une Anycubic, après 3 ans, tu peux la foutre au bac, si elle Un an. fonctionne plus, parce qu'ils vont plus produire des pièces, ils vont pas t'envoyer la pièce de remplacement, ils vont pas, le fait qu'elle est open source, ça me chez Prusa, ça fait que même si Prusa décidait d'arrêter, heu, le SAV, d'arrêter de fournir, des pièces, il y aurait toujours la possibilité pour quelqu'un de designer une pièce pour réparer et de continuer à exploiter sa machine. Là où c'est pas forcément vrai, alors ce sera vrai pour le gars qui est capable de le designer, mais ce sera pas forcément vrai pour le gars qui va profiter du gars qui est capable de le designer, tu vois? Ouais. Donc, voilà l'argument de l'open source auquel j'adhère totalement aussi. Et puis moi, je suis un grand révolutionnaire gauchiste, donc open source, ça me va beaucoup mieux que gros produit capitaliste, hein. C'est la lutte finale, tout ça, machin. On va démonétiser ta vidéo. Bon, bah, si c'est juste pour ça, du moment que tu fais pas ça, pardon. Alors, limite, alors sincèrement, si la Core One L avec l'Index était sortie avant la H2C, j'aurais pris la Prusa L. Alors c'est vrai que cette machine, quand elle sera facilement disponible, la Prusa L avec, l'index, bah, j'ai hâte, c'est vrai que ça pourrait me démanger. Alors là, on a un commentaire un peu plus ah bah, en plus, tu lui as répondu à celui-là. Mouais, c'est bien sympa, mais le prix, c'est vraiment n'importe quoi. Donc un commentaire de Charles Hubert. Pourtant, c'est un nom à acheter une Prusa. Tu prends une Bamboulab P2S, elle te sort la même chose pour moins de la moitié du prix et avec des technologies plus avancées. Regarde la vidéo de Fohammer sur Prusa, alors je l'ai pas vu. C'est édifiant alors qu'il est fan. C'est une machine pour les fans de Prusa et c'est tout. Alors ça, c'est un peu ce que je disais. C'est le monde Harley Davidson. Les Prusa, c'est fait pour des gens qui aiment Prusa. Alors continuons. Je préfère mettre mon argent dans une deuxième imprimante et du filament de bonne qualité. Tu fais le même taf. En plus, c'est assemblé en Europe. Et c'est là où apparemment il dit une connerie, mais la majorité des pièces est certainement faite en Chine, belle hypocrisie. Mais payer pour un drapeau européen, clairement c'est non, et tu lui as répondu, à part quelques rares pièces de la carte mère, tout est fabriqué en Union Européenne. Donc effectivement, il y a Il y quand a même ce sentiment que tu prends effectivement une P2S, elle te sort la même chose pour moins de la moitié du prix. il y a effectivement des puces, sur, les pièces électroniques
qui ne sont pas, enfin, qui n'ont pas, eux, la capacité de produire eux-mêmes, donc ils dépendent de sous-traitants sur des prix qui ne sont pas produits, en Europe ou aux États-Unis, donc qui dépendent, de pièces non pas chinoises, mais taïwanaises, Ouais, c'est pareil. donc et ça, c'est vrai pour tous les produits au monde, hein, dire, TSMC est à peu près le seul fabricant de microcontrôleurs, tu enfin voilà, de, n'importe quelle carte mère produite n'importe où va avoir besoin à un moment donné d'une pièce, d'une puce, d'un microcontrôleur, de quelque chose qui va dépendre de Taïwan. Donc mais vraiment honnêtement, pour avoir visité l'usine, pour avoir, ce n'est pas de l'hypocrisie de dire que, c'est une machine assemblée, produite, développée en Europe, sur à peu près toutes les pièces. Pour le reste de son commentaire, bah, c'est son opinion, je la partage pas forcément, mais je respecte son opinion. Mais là, il donnait une info fausse factuelle, donc c'est pour ça que j'ai préféré, intervenir. Non, mais tu fais bien, parce que c'est vrai que alors, il y a aussi c'est vrai que c'est on a eu un commentaire un peu plus tôt qui parlait de la virulence contre Prusa et c'est vrai que c'est pour ça que moi je compare vraiment avec Harley Davidson parce que tu as tous les gens qui sont pas fans de cet univers qui ont des japonaises, enfin pas tous, mais tu en as plein qui disent: «Je comprends pas ces gens-là qui ont les pieds en avant, les mains en avant, tu aucun centre de gravité, qui se croient que c'est une moto», alors que moi le premier quand je voyais des mecs avec Harley, je fais: «Non mais pour conduire ça, c'est pas le permis moto qu'il te faut, c'est le permis bateau». Parce que je leur disais ce genre de choses et pendant longtemps Prusa c'était en tout cas depuis l'arrivée de Bamboo Lab, tu te dis: «Mais pourquoi?» La Core One, elle est quand même arrivée tard par rapport à la X1 Carbone. C'est-à-dire qu'à un moment, je me rappelle du test des frères Poulain que j'ai détesté sur la MK4S, qui te compare la MK4S à la Core One, à la X1 Carbone, pardon, alors qu'il y avait déjà la A1. Et tu te dis: «Il y a rien qui va dans votre test, les gars, il y a aucune cohérence, de comparaison». Mais j'avais pas encore mis de main dans Prusa à ce moment-là. Mais je maintiens par contre ce que je dis sur leurs vidéos, comparer la MK4S à la X1 Carbone n'avait aucun sens. Ça, je le maintiens là. Mais c'est pour ça que même moi, dans ma vidéo, j'ai pas voulu trop comparer Prusa aux autres marques parce que c'est une autre philosophie. C'est pour ça qu'il me parle de Bamboo Lab P2S. Dans ce cas-là, tu peux parler de Cobra 3, elle te sort la même chose aussi en PLA. Enfin, on peut partir loin dans ce genre de délire. Puis la P2S, elle a été annoncée après la Core One. Donc là aussi, c'est encore. Bon, voilà. Bon, la vidéo de Fohammer, ça fait un moment que je regarde plus les vidéos de Fohammer, mais c'est vrai que je devrais peut-être les regarder. Ah, bah par contre, j'ai du mal avec ces commentaires où le gars il te dit non, ce youtubeur a dit ça, donc faut écouter ce youtubeur. Et pourquoi moi il Bah, m'écoute si par pas? il a raison. Ah non, c'est pas Faut ça que écouter je veux la dire. nouvelle école. Ah non, non, mais j'en parlerai pas de lui. Il n'existe pas. Le commentaire à l'autre qu'avec ça à foutre de m'écrire un pavé de 75 lignes, de regarder toutes mes vidéos pour dire qu'il m'aime pas. Alors, en tant que Prusa Rider, merci pour cette conclusion, cette comparaison. Mais il y a plein d'autres choses chez Prusa que l'on ne voit pas tout de suite. La simplicité du mécanisme quand il s'agit de faire de la maintenance. Alors moi, je suis désolé, mais changer la courroie sur la Core One, c'est une merde. Ça, par contre, c'est le seul truc, c'est juste sur la courroie, je suis pas d'accord. Les pièces imprimées en Alors, 3D. sérieusement, Oui, je vais t'arrêter sur ce point. d'accord. Tu as déjà changé une courroie sur une X1C? Sur la P1P, c'est pareil, non? Mais je sais pas, j'ai jamais eu la P1P. La X1C, c'est une merde absolue pour changer une courroie. Ah ouais? Sérieusement, changer une courroie sur une Core One, sur une MK4S ou sur une, Voron, c'est du bonheur. Alors c'est chiant changer une courroie, hein, dans tous les cas. Mais, c'est l'horreur, c'est la X1C pour changer une courroie, vraiment. La P1P, je me rappelle avoir enlevé au niveau des pieds dessous, la surface des pieds, j'avais enlevé le truc arrière et j'avais fait un truc tricky, ça m'avait pris maximum 2 heures. Et la Ouais, mais Core si tu One, parles d'en bas, tu parles de quelle courroie? Courroie des axes XY ou courroie, courroie de des axes l'axe Z? XY. Et la Core One, c'est les axes XY il y en a une qui a sauté. Et en fait, tu vois, tu fais passer tous les câbles d'alimentation, tu mets les colliers de serrage. Il faut que j'enlève la surface du dessus pour commencer à mettre les mains dedans, ou alors j'ai juste c'est peut-être une technique. Ouais, je dis Le des support conneries, Prusa, hein. il m'a dit: «Mais non, il y a un truc tricky, tu passes derrière avec une pince à épiler et tout». J'y arrive pas. Donc pour moi, j'étais parti pour démonter tout ça. Et en fait, je dois défaire tous les colliers de serrage parce que j'avais fait un beau collier de serrage, un beau câble management, tout ça. Je dois débrancher les trucs de la carte d'alimentation pour retirer le dessus. Bah, en fait, c'est là où on venait quand tu as l'habitude de changer des courroies sur des machines, tu vois, par exemple, Voron et tout ça, il y a des erreurs que tu vas faire que tu ne fais plus. Moi, j'ai fait, hein, par exemple, tu vois, au début, tu vas couper la courroie vite, court, une fois que tu es content de ta distance, avant le réglage et puis, ouais, tu dois y aller à la pince à épiler, c'est chiant, tu as de la résistance, ça va pas. Alors qu'en fait, tu laisses, 50 centimètres pendre et tu coupes vraiment tout à la fin quand tu es complètement content, de toi, tu vois? Donc ça, c'est des choses, le problème, c'est que c'est peut-être pas expliqué. Peut-être que des fois, il part du principe que ça, c'est tellement évident pour les gens qui ont l'habitude de le faire, qu'ils vont pas te le dire dans le manuel. Ah Là non, mais où, sur la Core One Plus, tu as assemblé une de Core One ou pas? ouais, Pour voir un peu le processus. C'est juste en fait la courroie
que j'ai fait passer dans les des premières étapes le long de cet axe où il y a l'espace, pour et qu'en fait, j'avais, à mon avis, pas bien fait passer le truc et quand j'ai commencé à l'attendre, elle a lâché ce mécanisme et j'arrive plus à le refaire passer le long de ce mécanisme. Parce qu'en fait, elle doit tourner comme ça autour du moteur et en fait, elle est passée derrière et dedans, il y a un gros bloc que je ne peux plus démonter sans tout démonter, qui passe plus là. Et en fait, c'est juste ça la merde, c'est même pas la longueur, c'est juste que boum, ça fait que la tête, elle va pas où il faut. Donc effectivement, il y a Mais pire, hein, changer une courroie, ça reste quelque chose d'emmerdant, sur une imprimante 3D comme sur une bagnole. ah bah même Théo, il m'a dit, j'ai eu la même chose que toi, je comprends tout à fait ce que tu vis, je t'envoie une machine assemblée. PS, tu sais, t'es aussi doué que moi, il m'a mis dans le carton. Non, c'est pas vrai, c'est même vrai. Donc pour reprendre le commentaire, simplicité du mécanisme quand il s'agit de faire de la maintenance. Ensuite, les pièces imprimées en 3D, qui m'a dit que toi tu regrettes, mais lui il aime bien, permettent de mettre à jour la machine ou de la réparer en quelques heures. Et la philosophie open source derrière. Et là il dit, je reconnais que c'est un peu comme Harley, mais c'est pour moi quelque chose d'important car ça donne à l'utilisateur les pleins pouvoirs sur son matériel. Donc effectivement, donc ça on en a un petit peu parlé des pièces imprimées en 3D plus tôt. Donc c'est une autre philosophie. Alors que souvent, ben, quand on veut améliorer un peu nos autres machines chinoises, on va sur Printable, MakerWorld, Thingiverse, on fait tiens, il y a un truc pour ranger le filament, ranger les outils, tout ça. Et on en ajoute des pièces imprimées en 3D. Ma X5 Carbone et ma Exact. PMP, elles en avaient plein pour rajouter des écrans, des trucs, des stylos, mes outils. Et ben, elle ressemblait plus à une machine en acier de toute façon. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, sympa cette Prusa avec la comparaison de Joseph et Johnny Hallyday. Ouais, bah c'est un peu ça. Ouais, on a fait le tour. Côté qualité, machine semble vraiment belle. Et niveau perf, à voir. Bon, ça, c'est parce que quelqu'un l'a pas. Et niveau drapeau européen, ça fait quand même plaisir. Bah, on a fait le tour. Ah, t'as une question sur la Prusa? Bah, approche-toi, je suis pas sûr qu'on t'entende bien. Au final, quelqu'un qui veut se lancer dans l'impression 3D, qui a un gros budget, qui entend parler de Prusa et qui veut une Prusa, il doit commencer par quelle machine? Prusa, faut pas. Enfin, pour moi, faut partir sur à minima la Core One ou la Core One L. Un mec qui veut acheter sur le bon coin et Je pense qui que voit plein de vieilles machines. On voit plein de non, vieilles machines. i Il fallait mettre un commentaire, on y aurait répondu. Excusez-moi, voilà, commentaire. moi, je pense que, faut prendre ta question en 2. Premièrement, j'ai plein de pognon, donc j'ai le budget, j'achète une neuve maintenant. Tu pars sur une Core One ou une Core One L, j'aurais même envie de dire Core One L parce que qui peut le plus peut le moins, comme ça, au moins, tu es pas limité au niveau de ton volume et qu'en plus, la Core One L, une fois que la Index sera sortie, il y aura plus de couleurs disponibles sur la Index version Core One L que sur, la Index, alors plus. Je pense qu'on est 10 et 12, un truc comme ça, mais ou 12 et 16, j'ai plus en tête quels étaient les rapports de proportion du nombre de couleurs, Enfin, mais nice. voilà. Et par contre, elle disait oui, d'occasion. Je pense que c'est pas déconnant maintenant de te retrouver une MK4 d'occasion si tu arrives à avoir un excellent prix, parce que tu pourras la faire évoluer une fois que tu as pris les mains dessus. Et au niveau du fonctionnement, et c'est pour ça que fondamentalement, à part un caisson, il y a pas de fonctionnement différent. Je parle vraiment du fonctionnement. Tu vas utiliser Prusa Slicer de la même manière, enfin, il va faire, le corps va rester pareil. La question qui fait la différence, c'est qu'on aura un caisson avec ce que ça implique, au niveau, Core XY et une cinétique différente qui est la cinétique Core XY. Cinétique Core XY qui n'a d'intérêt que dans des cas très précis, on vient au cas d'usage, parce que pour les cas simples de pièces qui s'imprimaient très, très bien avec la MK4 ou n'importe quel Betzinger, en fait, ça n'a aucun intérêt. Et on parlait du fait que Prusa a mis du temps à venir sur le Core, XY. Oui, parce que je pense qu'ils estimaient que, pour beaucoup, le Core XY, c'était une valeur ajoutée. Il y a beaucoup de gens, par exemple, maintenant, et je pense que c'est vrai, qui vont dire: «Il faut une Core XY et il faut une machine, fermée». Pourquoi? Il faut. Et pourquoi? Parce que. Pourquoi la A1, elle fonctionne très bien? Voilà, tu vois? Et après on va dire: «Oui, mais si un jour tu veux imprimer de l'ABS, c'est bien». C'est vrai et c'est vrai, hein, ça c'est vrai, totalement. Mais combien de gens vont imprimer de l'ABS? Et donc par contre, on savait tout à fait imprimer du PETG avec une Betzinger, sans difficulté. Là, je suis occupé de faire un print de 3 jours sur ma XL, heu tu vois, pour réparer une pièce d'une Creality, j'ai reçu, le truc pour, refaire ton propre filament, mais je vous avais envoyé la photo avec le caisson du dessus, le bac récepteur qui est complètement explosé Ah oui. et donc ils m'ont envoyé le STL pour réimprimer ce bac récepteur, sauf que ça fait, 36 centimètres sur 36 centimètres. Alors j'avais le choix entre ma Kiddy, mais le problème, c'est que la Kiddy était pas assez haute, donc il y a que la XL qui pouvait l'imprimer. Donc voilà, hein. Enfin, que la XL des machines que j'ai chez moi, hein, parce que voilà. Donc voilà, ouais, pour dire effectivement, une MK4S maintenant, d'occasion restera une ou même une MK4 et j'ai envie de dire, si la vitesse n'est pas ton truc, même une MK3.
va être encore très, très bonne maintenant, si tu la payes pas cher. Après, si tu payes ta MK3 900 balles, voilà. Ouais, mais à 200-300 balles, c'est pas un mauvais coup, quoi. Non, je pense pas et en plus, tu pourras, la faire évoluer si tu as envie, une fois que tu es vraiment à l'aise avec la machine et voilà. Alors là, par contre, faire évoluer la MK3, racheter les kits d'upgrade, est-ce qu'on va pas retrouver le prix de la Core One une fois qu'on aura acheté tous les kits? Oui, mais je parle pas forcément de la faire évoluer vers une, Core One L. Tu peux très bien te dire: «J'ai acheté une MK3 d'occasion à 150 balles et je vais la faire évoluer avec un kit vers la MK4» parce que j'aurai une machine un peu plus récente qui a, un écran, tactile, avec molette parce que moi je n'utilise que la molette même s'il y a le tactile, avec, la Ouais, c'est assez Prusa. confortable, ouais. Oui, en fait, mais c dans mon test de la MK4 quand je l'avais reçue, c'est ce que j'avais dit. J'étais surpris de la molette et me disait: Ça fait rétro quand même» et en fait, c'est tellement plus confortable à utiliser mais on s'en rend pas compte quand on l'utilise pas. Ouais. Mais c'est tellement plus confortable à utiliser que moi, avec mes gros doigts, des fois, sur des petites lignes, sur un petit écran, ne pas avoir appuyé sur la ligne du dessus, Mais je pense que c'est fait. l'interface a été pensée quand même pour être utilisée avec la molette, mais qu'ils ont rajouté l'option tactile pour pas qu'on leur casse les couilles en disant: «Ah, le écran est pas tactile». Ouais, mais oui, effectivement. OK. Donc voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour. On n'est pas trop mal au niveau timing. Bah, merci Merci à beaucoup, toi pour cette chérie. petite de quoi? Bah, j'ai dit: «Merci beaucoup». On m'entend pas? Ah, bah, C'est là que écoute, je vais regarder que mon enregistrement, on m'entend pas. J'ai une angoisse maintenant. il a oublié d'activer la piste sonore. Il a pas activé l'enregistrement, il Bah, a pas écoute, appuyé sur record. on refera tout sinon. Si jamais j'ai raté un truc, eh ben, ça sera juste, j'ai quand même beaucoup appris dans tous les cas. Donc, vidéo qui sort ou qui sort pas, merci beaucoup. On va essayer de la faire sortir quand même. Tant J'espère que pis, j'ai rien raté. Ah, mais mon cœur, on te voit même pas sur j'espère le aussi. plan OBS. Ce que je suis en train de me dire, tu as demandé de montrer mon ventre et tout, mais Mais en fait, je me rends compte, tu vois, qu'OBS, on voyait pas ma femme. Le truc, il est coupé à peu près par là. quand il a demandé: «Ah voilà, montre ton ventre», il y avait pas de ventre, il y avait rien, il y avait pas moi. J'arrive pas à Bon, les gens, il faut savoir, en fait, Céline n'est pas enceinte et ils ont mis une liste de naissance juste pour gratter, C'est ça. des produits gratos, qu'ils vont revendre sur le bon coin après, hein. Ah ouais, parce que là, on voit mon ventre. C'est dit, ils ont tout craché. À un moment, je me suis vu montrer des commentaires et je me suis vu montrer j'ai vu que je savais pas montrer. Donc soit je fais bien mon boulot, je passe 3 jours à monter pour mettre des illustrations, les images et tout, Mon ventre, mais hashtag flemme, quoi. pas grave. J'aurai toujours encore un connard qui dit: «Ah, j'aurais été à ta place, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça». Bon, on va rentrer les studios. Merci beaucoup, chérie. J'ai coupé l'enregistrement. Ah, toi, tu faim. Mais qu'est-ce qu'on mange? Et moi, je dois partir. Ah, moi, je boufferais pas bien kebab. Bah, tu de la pizza, toi? Bah, c'était un tas de pizza aussi. Moi, je dois partir.